Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode en français de Leaders on Purpose podcast. Je suis Manal Bonossi, je suis très heureuse de partager avec vous ces conversations qui nous nourrissent, qui nous motivent et qui nous donnent un coup de boost. Dans ce podcast, on s'intéresse au parcours de leaders qui nous inspirent, des leaders nationaux ou internationaux. On apprend à les connaître, mais nous faisons cela non pas via leurs accomplissements, qui sont certes nombreux, mais plutôt en se connectant à ce qui nous lie tous, la vie. Cette expérience humaine que nous partageons avec ses hauts, ses bas, ses apprentissages, les choix qui l'accompagnent. Un concentré de sagesse et d'expérience et une bonne dose d'inspiration. Avant de nous quitter, assurez-vous de suivre le podcast pour ne rater aucun des prochains épisodes. Mon invité aujourd'hui, vous le connaissez très très bien professionnellement, vous le retrouvez chaque week-end, même heure, même endroit. Il est journaliste, écrivain, conférencier et présentateur du JT de 20h Infosoir sur 2M, la deuxième chaîne de télévision nationale au Maroc qu'il intègre en mai 2006. 4 mois plus tard seulement, il présente son tout premier JT. À ce jour, il en a près de 2500 à son actif. Mais derrière ce visage médiatique, c'est l'homme, le fils, le papa, le frère aîné et l'éternel passionné que nous allons avoir le plaisir de découvrir aujourd'hui. Wadi Adada, bonjour et bienvenue sur Leaders on Purpose podcast. Bonjour Manal, ravi d'être à tes côtés. Très heureuse vraiment de t'accueillir, Wadia, et de pouvoir partager ce moment avec toi pour parler de la vie, tout simplement, et de ces sujets qui nous concernent tous. Alors, moi, j'ai eu le grand plaisir de te côtoyer lors d'une conférence institutionnelle que nous avions modérée ensemble, et j'ai pu percevoir ce côté professionnel, concentré, le souci du travail bien fait qu'on perçoit déjà de toi derrière l'écran. Mais ce qui m'a le plus marqué, vraiment, c'est ton humilité. La simplicité avec laquelle tu as pu rendre cette collaboration fluide, même si, je ne sais pas si tu t'en souviens, on a eu plein de changements de Oui, 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 dernière c'était, minute. c'était une sacrée aventure en plein Ramadan, En plein Ramadan, absolument. à Casablanca. Merci pour tes compliments. Bien évidemment, je n'en pense pas moins de toi. Et puis quand on a la chance de côtoyer, de travailler avec une professionnelle comme toi, les choses coulent de source. Je veux dire, j'ai aucun effort supplémentaire. J'ai pas de valeur particulière à part le fait d'avoir pu travailler avec une professionnelle. L'humilité, on m'en parle souvent, mais c'est un trait de caractère en fait. J'ai pas l'impression d'être plus humble que les autres. J'aime que les choses soient bien faites. J'aime qu'elles soient bien faites parce que c'est une chose à laquelle je tiens, moi déjà vis-à-vis de moi-même, et puis par respect aussi pour les autres, que ce soit le public qui était face à nous lors de cette conférence, que ce soit le public qui est de l'autre côté de l'écran lorsque je présente le journal télévisé, les personnes que je reçois sur le plateau, les personnes qu'on peut recevoir sur scène lors d'une conférence. Donc ça fait partie de l'ordre naturel des choses. Et puis, tu en sais quelque chose, lorsqu'on aime son métier, lorsqu'on aime ce que l'on fait, on apprécie d'autant plus que les choses soient bien faites. Absolument, absolument. Et on reviendra un peu plus dans le détail pour parler de cet aspect-là, mais je me dis en fait qu'il doit y avoir aussi le rôle de l'entourage. J'aimerais bien qu'on commence un peu par les toutes premières années de ton Mhm. enfance, qu'on puisse comprendre un peu l'environnement dans lequel tu as baigné, et puis les valeurs en fait qui t'ont accompagné durant cette enfance-là. Écoute, ça a été une enfance paisible, très agréable, avec l'innocence de cet âge-là. C'est-à-dire que j'ai grandi dans un petit patelin qui s'appelle Pierrelatte, dans le sud de la France, dans le département de la Drôme. Une petite ville très agréable, très calme, avec des parents, mon papa, Allah yarhamou, le walida, mon frère, paix à son âme, et mes deux sœurs, où on a grandi dans un environnement qui était double. Il y avait l'environnement à l'intérieur de l'appartement dans lequel on vivait, puis ensuite la maison, qui était un environnement typiquement marocain. C'est-à-dire qu'on Ouais, a été éduqué dans la pure tradition marocaine. Mes deux parents sont de Belle-Île, donc mon deuxième patelin, oui. où je retourne très régulièrement, auquel je suis très attaché. C'est à côté de Sfro, entre Sfro et Fès. Mhm. Et donc, vraiment dans la pure tradition marocaine, parce que quand on venait en vacances l'été à Belle-Île, on retrouvait ce qu'on avait vécu pendant toute l'année à la maison. D'abord la derija, bien Oui,
évidemment, Oui. qui a été un outil vital et fondamental. Nous, on était toujours assez surpris et subjugués par des petits camarades qui venaient d'autres pays européens et qui, une fois à Bali, parce qu'il y a une forte population de personnes qui ont émigré, Mmh. bah, se retrouvaient les pauvres complètement bloqués et restaient le plus clair de leur temps à la maison parce qu'ils étaient incapables de communiquer. Mmh. Nous, on a eu cette chance d'apprendre la Derija à la maison, parce que maman, n'ayant pas eu la possibilité d'aller à l'école lorsqu'elle était enfant, nous parlait en Derija à la maison. Papa a étudié un peu, mais il s'est arrêté très tôt dans son cursus. Il avait quand même de très bonnes notions de français, mais il nous parlait aussi principalement en Derija. Donc ça a été le premier vecteur. C'est une D'accord. langue, même si certains lui retirent ce statut, mais je le Ouais, dis et je l'affirme fermement, c'est une c'est langue une langue. qui est un vecteur et un canal à la fois de communication et de valeur absolument extraordinaire, de par ses proverbes, de par ses images, Ah oui. de par de nombreux aspects. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a vécu avec beaucoup d'amour Mmh. euh, pour maman, encore aujourd'hui d'ailleurs, malgré l'âge que ses enfants ont pris. Voilà, on a une maman poule qui est très proche de ses enfants, qui faisait tout pour les protéger, encore aujourd'hui d'ailleurs. Tu dis Et d'ailleurs que tu ne prends pas d'initiative ou de nouveaux projets sans avoir sa ah ouais, non, mais bénédiction, c'est très ça fort. c'est obligé. D'ailleurs, par exemple, ma mère, ça surprend beaucoup, ça surprend beaucoup de personnes, mais euh, depuis que j'ai quitté la maison pour aller à la fac, même si je revenais tous les week-ends, je l'appelle 4 fois par jour, encore aujourd'hui. Encore Donc aujourd'hui. quand on est en mission, maintenant, les fois où je sortais en reportage ou en mission en tournage à l'extérieur, donc les collègues étaient assez surpris de me voir parler aussi souvent à ma mère, mais c'est comme ça. Donc je l'appelle le matin pour savoir comment elle va et lui souhaiter une bonne journée. Puis ensuite, je l'appelle en fin d'après-midi, en général vers les coups de 18h30, 19h. Et puis, une fois que j'ai terminé le journal, pour avoir son feedback. Et Ah puis, oui, un le peu plus feedback de tard la maman, dans la je soirée, pense que bah c'est oui, le bien plus important. évidemment. Et puis, plus tard dans la soirée, pour lui souhaiter une bonne nuit. Donc, ça fait 4 appels qui sont Magnifique. très réguliers, au-delà des autres appels. Et c'est vrai que je l'appelle souvent aussi pour prendre son avis de manière plus ou moins directe, parce que Mmh. comme elle s'inquiète très vite. Ouais. Je n'aime pas trop l'inquiéter. Souvent, je lui parle à demi-mot pour avoir son point de vue. Donc, pour revenir à cette enfance qu'on a eue, voilà, ça a été une enfance typiquement marocaine. Et finalement, quand on voit avec le recul, ce n'est pas anodin par rapport à euh, la facilité, j'ai envie de dire, ou du moins l'aspect très cohérent et logique d'être venu m'installer ici au Maroc lorsque l'opportunité de ce stage à 2M s'est présentée. Ensuite, la possibilité de travailler. Donc, on a grandi dans ce cadre-là avec des parents qui voulaient avant tout qu'on ait un bon métier, Mmh. que l'on fasse des choses que l'on aime. Et ça, l'amour du travail, on en parlait à l'instant, et Mmh. du travail bien fait, je le tiens de mon papa qui était artisan maçon et qui adorait son métier malgré la pénibilité, malgré le froid, malgré la chaleur estivale. Il adorait vraiment ce travail-là avec lequel il nous a fait grandir. Et c'est à travers lui que j'ai cultivé cet amour du travail bien fait et du métier que je pratique. Super, magnifique. Bah, effectivement, on comprend bien comment, bah, tout cet environnement-là a joué, a fait que, bah, tu aies le caractère et que tu portes les valeurs que tu portes aujourd'hui. Alors, moi, on va dire pour préparer cette interview, j'ai acheté, ton livre «Dans l'œil, du loup» Quelle honte, j'aurais dû te l'offrir. non, mais non, je tiens à l'acheter, avec plein de marque-pages là, vous comme vous voyez. Hem, il m'a, il y a des passages où j'ai beaucoup rigolé. Oui. Notamment les prouesses que tu déploies pour quand tu es sur le terrain, Oui. pour obtenir ce que tu veux. Est-ce que Ah, tu peux nous partager quelques-unes de ces mais anecdotes? on est en mission commando quand on est journaliste sur le terrain. C'est-à-dire que j'ai commencé ma carrière dans la presse quotidienne régionale en France, en parallèle de mes études en droit à Avignon. Il m'est arrivé la même chose que ce qui m'est arrivé à 2M, quoi, grosso modo. C'est-à-dire que je passais devant cet immeuble d'époque, 18 rue de la République, quand je sortais de la gare d'Avignon Centre.
Et donc, je remontais l'avenue de la République et je voyais cette pancarte où il y avait écrit La Provence. Je me disais, tiens, c'est sympa. Moi, je rêvais déjà à l'époque d'être journaliste. Ce serait cool que je puisse intégrer ce journal en parallèle de mes études. Ce serait l'occasion de faire d'une pierre deux coups. Et donc, je pousse cette grande porte en bois qui était au rez-de-chaussée. Je monte les escaliers, je me présente. Voilà, je m'appelle Wadi Dada. Je rêve d'être journaliste. Est-ce que vous auriez besoin de quelqu'un pour écrire? Et donc, immédiatement, on m'accueille, on fait passer des tests. Enfin, je vous la fais courte. Et puis, finalement, je suis retenu et je deviens correspondant. Et je côtoie là-bas un monsieur absolument formidable qui nous a quittés malheureusement il y a quelques petites années, qui s'appelle Alain Magnassi. Mhm. Alain Magnassi, il avait deux adjoints, l'une qui s'appelle Karina Istre, une femme absolument extraordinaire. D'ailleurs, j'en parle dans le bouquin. Et puis le responsable des correspondants, qui était mon supérieur direct, qui s'appelle Philippe Méron. Hmm. Des gens d'une infinie bonté Hmm. et d'un professionnalisme extraordinaire. Je leur dois beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pas que sur le plan professionnel. Hmm. Et donc, Monsieur Magnassi, la première chose que j'ai apprise avec lui, c'est qu'une fois, il m'avait envoyé en reportage pour écrire un petit article sur une réunion de quartier ou un truc dans ce genre. Et je reviens bredouille, pas parce que j'ai pas trouvé l'adresse ou ceci ou cela, parce que la réunion a été annulée. Et donc je reviens, je dis, Monsieur Magnassi, je suis allé à l'endroit que vous m'avez indiqué et la réunion a été annulée. Et il me dit, mais avec son accent comme ça du sud, Hmm. il me dit, mais mon petit Wadi, quand on sort du bureau et de la rédaction, on ne revient pas les mains vides. Hmm. Et je le regarde comme ça, je lui dis, tu ramènes une photo, une info, quelque chose, mais tu ne reviens pas les mains vides. Oh, comment je vais faire? Je dis ok. Et donc, la situation s'est reproduite quelques temps plus tard, et je gardais en tête, tu ne reviens pas les mains vides. T'es Hmm. journaliste, t'es sorti sur le terrain, t'as mobilisé une ressource, il faut que tu reviennes avec quelque chose. Et donc, je me débrouillais, parce qu'à l'époque, on faisait nos photos, c'était le début du numérique, et donc avec mon petit appareil photo que la rédaction m'avait donné, je tourne dans les rues d'Avignon, et il faut que je trouve quelque chose, quoi. Hmm. Et ça, ça a été ma première leçon. Hmm. Et que j'ai appliqué quand je suis arrivé à deuxième. D'ailleurs, les gens, quand on sortait avec l'équipe, on allait sur un événement et que l'événement était annulé, je disais, les gars, on rentre pas. Donc le chauffeur assistant, le caméraman, il me regardait comme un extraterrestre. Mais Wadi, on est allé, il y a pas. Non, non, on rentre pas, les gars. Il faut qu'on trouve quelque chose. On fait une image, un off. Je sais pas, on trouve un nouveau sujet, un truc qui se passe dans la rue, mais on revient pas, les gars. On revient pas. En plus, dans la presse écrite, tu sortais seul. Mais là, à la télévision, quand tu sors en équipe, d'ailleurs, c'était le grand luxe. Moi, quand je suis arrivé à deuxième, c'était formidable. T'as un chauffeur, t'as un Oui. 4x4, t'as un caméraman. Et t'es là, toi, en tant que journaliste, tu prends le micro et le pied. D'ailleurs, ça aussi, c'est un truc que j'ai Hmm. appris à l'école de journalisme qui en surprenait plus un. À l'assistant, je lui dis non, non, tu me donnes le pied. Il me dit non, mais c'est mon travail. Je lui dis non, non. Le journaliste, il prend le pied et le micro. C'est Ouais. comme ça qu'on a appris le métier. Et je leur disais non, les gars, on rentre pas vide, c'est impossible. Et donc, de temps en temps, ça m'a valu quelques frictions, et on tournait, on faisait une image, quelque chose qui allait alimenter le journal, ou bien on trouvait une info sur laquelle on allait revenir plus tard, etc. Et tout ça pour revenir à ta question, effectivement, quand on sort sur le terrain, surtout quand on est en mission à l'étranger, il faut produire. Hmm. Il faut envoyer, quoi. Et en plus de ça, on a les contraintes des JT. C'est-à-dire que quand tu pars sur le terrain en tant que journaliste francophone, tu travailles pas que pour l'édition francophone, tu travailles pour toutes les éditions de la chaîne. Oui. Donc l'édition de la mi-journée, Ouais. Dahera, qui s'appelle Dahera maintenant, l'édition du soir, Messaïa, le JT en français, et le JT à Mazir. Donc il faut alimenter tout le monde. Et ça veut dire qu'il y a une variété de sonores à prendre pour qu'il n'y ait pas redondance. Ça veut dire qu'il y a une variété de langues à utiliser, dans la mesure du possible, avoir des gens qui parlent en arabe, en français pour les éditions francophones, en amazir, pourquoi pas dans l'idéal si le sujet Oui. s'y prête, Ouais. etc., etc. Et donc, et surtout quand, ce que je raconte dans le bouquin, quand tu as l'honneur d'être envoyé dans une mission à l'étranger à laquelle prend part Sa Majesté le Roi, Hmm. là, c'est impossible, quoi. Je dirais. Non, Et mais donc, c'est hilarant, non, là. mais je me retrouve confronté à des gardes du corps officiels de l'événement auquel on prenait part. C'était un sommet Union africaine, Union européenne, si je me souviens bien, à Ouais. Abidjan.
Mais il faut que je fasse de l'image, tu imagines, c'est impossible. Avec mon caméraman, m'est arrivé aussi d'être à Davos, pareil, où on nous a interdit, on est rentré, il y avait le secrétaire général des Nations Unies, je me souviens plus si je le raconte, ils font une conférence sur l'eau, il y a le président de la Banque mondiale et les agents de sécurité nous refusent de l'entrée, on n'a aucune accrède, rien du tout, avec mon pote caméraman. Et je leur dis non, non, mais nous on vient juste pour voir, parce on a la chance, il y a une ministre marocaine qui prend part à l'événement. Je dis on vient juste pour voir, on est la télévision marocaine, ne vous inquiétez pas, on va rien filmer, etc. Et donc je me mets dans un coin où on ne regarde pas trop, et je dis à mon caméraman, écoute, tu laisses le rec, c'est-à-dire la Tourner, caméra oui. tourner, et tu me suis, et tu vas voir, et on va ressortir avec ce qu'il faut. Il me dit, il n'y a pas de souci. Donc il met le rec, les gens sont en train de s'installer. Je lui dis, écoute, mine de rien, prends quand même quelques plans larges, focus sur la ministre marocaine. Déjà, on aura ça. Et puis, il faut justifier aussi par rapport à la rédaction. Le rédacteur en chef, il attend que tu lui envoies son Bah sujet. Il oui, n'en a rien à j'imagine la faire. pression, Et ouais. d'ailleurs, je me suis retrouvé aujourd'hui dans l'autre sens. C'est-à-dire, quand je suis rédacteur en chef et que j'ai des collègues journalistes qui sont sur le terrain, je dis, gars, ton sujet, il est dans le conducteur. En plus, je fais l'ouverture avec. Donc, tu te débrouilles, tu m'envoies quelque chose. Et donc, on tourne comme ça en loose day. Et pendant qu'ils vont s'installer, qu'ils vont prendre la parole, moi, je fais un plateau de situation. Je dis, écoute, tu poses ton cadre. Moi, j'ai préparé mon texte comme ça, juste de tête. Je fais mon plateau de situation, c'est dans la boîte. Je dis maintenant, l'idéal, c'est qu'on puisse avoir un mot du secrétaire général des Nations Unies. Et je savais qu'il allait sortir de la conférence avant la fin de la Mm. conférence. Donc on se positionne vers la sortie. Et je lui dis, laisse le rec, dès qu'il passe, tu le chopes, même s'il ne dit rien, au moins on a l'image du secrétaire général de l'ONU. Et donc on fait ça, et moi j'essaie de l'interpeller, il me regarde, je lui plante le micro avec le logo de 2M, il nous regarde dans les yeux, enfin dans le viseur de la caméra, et puis il s'en va. Et pour moi, ça fait une image. Check. Ça fait une image Ouais. parce que de toute façon, tu as le secrétaire général de l'ONU que tu as pu approcher alors que les caméras étaient interdites. Et même s'il ne te répond pas, du fait de ne pas répondre, ça te donne déjà une information. Et puis voilà, et quand on est sur le terrain, bon ça c'est pour l'international, mais c'est pareil pour le national. Moi Ouais. quand j'étais envoyé à Ouad el Malh par Chaib Hamadi, Allah yadkour bikhair, ou j'étais envoyé par Samira Sitaïl à Marrakech, au Palais Royal pour un événement d'envergure ou n'importe où, on est dans la même optique. Nous, les journalistes, d'ailleurs, on le voit sur le terrain, c'est la cohue, c'est la guerre, il faut bien se positionner, il faut avoir la bonne image, il faut avoir la bonne interview, il faut avoir du bon son, etc. Donc, on est en mission, mais littéralement en mission Mission commando, quoi. Ah ouais, commando. ouais, mission commando, et il faut pas se louper. Il faut Ouais. pas se louper parce que sinon, on s'en veut terriblement. Non, non, mais on le perçoit bien dans le livre et on sent que la persévérance est une valeur qui te parle beaucoup. D'ailleurs, il y a une citation, tu démarres ton livre avec une citation Ah de oui, Feu Sa de feu Majesté Hassan II, ouais, Hassan II. absolument. Les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts ou les plus rapides, mais par ceux qui n'abandonnent Qui jamais. n'abandonne jamais, il te dit, ouais, c'est pas celui qui frappe le plus fort qui l'emporte, c'est celui qui a la capacité d'encaisser les coups. Oui. Et j'ai appris à encaisser les coups, ça aussi, ça a été une grande leçon de la vie. Et la persévérance, de toute façon, tu sais, tu parlais de l'enfance. Hmm. Euh, Grâce à Dieu, j'ai jamais eu de pression de la part de mes parents, où ils nous ont dit, il faut que vous soyez, il faut que vous fassiez. Hmm. Le credo, c'était étudier. Ça, c'était indiscutable. D'ailleurs, ma mère qui a pas eu cette chance-là, c'était qara ou qara ou qara ou qara, qara, qara. Ouais. C'était à longueur de journée, elle devait nous le dire, je crois, 50 fois par jour. Hmm. Et même s'il n'y avait pas forcément besoin, mais c'était un rappel salutaire. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ils nous ont entourés d'amour et ils nous ont encouragés à faire des choses que l'on aime. Donc, avec tout ça, Oui. avec ce passé familial, avec cet environnement où mon père était là et nous disait شوف اللي خصتكم أنا غنوفر عليكم Hmm. ولكن il faut bosser. Ouais. Donc on n'avait pas le choix. Ouais. Tu n'avais pas le choix. Et moi, dans ma tête, il y a eu ce rêve complètement fou par rapport à mon environnement, de se dire, je vais être présentateur du journal télévisé, je vais faire comme le gars que je regarde à l'antenne, que mon père adore regarder à 20h. Après, tu te dis, mais attends, mais comment tu vas t'y prendre? Bah, la seule manière d'y arriver, c'est de te dire que quoi qu'il arrive, ça va se faire et il faut jamais lâcher. Et cette persévérance, je le raconte à travers notamment les interventions que je peux faire auprès d'étudiants quand Ouais. on me sollicite dans différents établissements. Je l'ai rassemblé dans une formule, d'ailleurs, Oui. qui fera l'objet d'un petit bouquin à l'avenir, où je dis que le succès
S égale RP puissance 3. Mmh. Le RP puissance 3, c'est rêver, le rêve, on y Oui, est. Et puis les 3 P de la formule, c'est la passion, on disait, faire ce qu'on aime, la persévérance, ne ouais, jamais lâcher. c'est ça. Moi, j'ai passé 4 fois les concours C'est ça, d'école de 4 fois le con journalisme. le journalisme, Avant ouais. d'y arriver, je peux te dire que il y en a plus d'un qui aurait été découragé, mais bon, finalement, ça a marché. Et puis le troisième P de la formule, c'est la projection. C'est la capacité à se voir en situation. Et moi, quand j'étais gamin et que je faisais mes devoirs à ma table dans ma chambre, eh ben, derrière ma table, je me voyais présenter le journal télévisé. Comme il y a des Magnifique. personnes qui utilisent la brosse à cheveux de leur mère pour se mettre à chanter et qui vont devenir de Oui, grandes stars de la chanson, ou des personnes qui s'imaginent devant une caméra ou en train de filmer ou en train de faire mille autres choses. Ben, moi, j'étais là à mon bureau et je peux te garantir, c'est un truc de fou. C'est que mon premier JT, quand je me suis installé, même pendant les essais, mais surtout le premier, le direct, euh, la sensation que j'avais quand j'étais gamin, quand j'étais adolescent, à la table de ma chambre, ben, je me suis revu dans cette posture-là. Et ce que j'avais ressenti à Pierre-Latte, dans mon petit appartement de mes parents, eh ben, je l'ai éprouvé en réel dans le studio qu'on appelait le Studio 100 à l'époque, à 2M pour la présentation du JT, quoi. magnifique. Non, mais c'est vrai, en plus, ce que tu appelles projection, on en entend aussi de plus en plus parler en termes de visualisation et aussi, en fait, c'est une façon de se conditionner, d'essayer de ressentir un peu les Exactement. émotions et puis il y a même ces petites expériences que je fais aussi avec mes enfants où je leur dis, c'est aussi pour illustrer le pouvoir du mental. Si je te dis d'imaginer un citron, qu'on coupe ce citron et que tu croques à pleines dents dans ce citron-là, est-ce que tu vas pas ressentir un petit peu Sûr, tu vas avoir l'acidité, l'eau à la bouche, ouais, l'eau à la bouche? C'est absolument. c'est vraiment le pouvoir justement de la projection, de la visualisation et ça aide beaucoup à Mm. réaliser, à se mettre en tout cas en situation. Magnifique. Alors, j'aimerais bien, évoquer le choix du titre, «Dans l'œil du lion». Ça Ah, évoque quoi pour toi? alors, dans l'œil du lion, juste pour le contextualiser, c'est une période de ma vie personnelle et professionnelle assez particulière. Sur le plan professionnel, je suis à 12 années de présentation. Mmh. J'ai envie de changer un peu d'air pour mille et une raisons. Et donc, décide de le faire savoir à ma hiérarchie et on me propose d'aller à la direction des magazines pour présenter et diriger un mag qui s'appelait Continental, qui était consacré à l'actualité africaine. Et là, pour moi, c'est bingo parce que j'ai vraiment, ça y est, ça suffit, j'ai envie d'arrêter. Et donc, je me dis, bon, pour tourner la page, au propre comme au figuré, ben, je vais raconter à ces téléspectateurs et téléspectatrices que je rencontre au gré de mes déplacements dans la rue, enfin un peu partout, leur dire, ben voilà, il y a 12 ans qui se sont écoulés, vous m'avez accompagné, vous m'avez soutenu, vous m'avez encouragé. Voilà les choses, comment elles se sont faites, parce que forcément les gens se font des idées. Oui. Au début, quand je suis arrivé, on pensait que j'étais de la famille de responsables au sein de la chaîne, ce qui n'est pas du tout le cas. On pensait que j'étais envoyé par je ne sais quel ministre ou quel truc. Non, enfin pas du tout. C'est juste l'histoire d'un gamin qui est tellement passionné par ce qu'il a envie de faire et qui pense de manière tellement forte que finalement l'univers se Le met manifeste, à oui. son service et l'aide à aller vers ce but. Et donc je voulais retracer tout cela. Et il fallait que je trouve un titre, et moi les titres c'est des choses enfin, qui me passionnent particulièrement. À l'époque j'étais étudiant à l'école de journalisme, et puis j'ai souvent les titres de Libération, notamment sur les portraits de la dernière page, ou même sur différents articles. Et il me fallait un titre qui claque. Mmh. Et donc, dans l'œil du lion, finalement, ça vient d'où? Le lion, bien sûr, évidemment, l'emblème du Ouais, royaume. ouais. Et dans l'œil du lion, quand on traduit en Derija, ça fait Faïn Sba. Et Mmh. Ain Ah! Sba, Pas mal! c'est le quartier casablancais, périphérie de Casablanca, où se trouve Dezem. Et être D'accord. dans l'œil aussi, il y a l'aspect regard, double regard, à travers le téléspectateur qui vous regarde, mais vous aussi qui regardez le téléspectateur à travers la caméra. Et donc voilà. Et donc ce livre qui manifestement a bien fonctionné va être complété parce Mmh. que là on s'arrête à peu près à 2017-2018 Mmh. dans le bouquin.
On est en 2024, 2025 arrive à grands pas. Et donc, il y a 7 années à peu près un septennat qui s'est écoulé. Et donc, je vais raconter au début, je vais rajouter une partie au début de ce livre pour reprendre là où j'en étais resté avec les téléspectatrices et les téléspectateurs, de mon retour aux news. J'ai abandonné, Ouais. enfin, j'ai laissé de côté les magazines, Covid est passé par là, etc. Mhm. Et donc je reviens aux news, mais j'y reviens d'une autre manière, avec une dimension un peu plus mag que j'ai acquise grâce à Continental, et dans des circonstances assez, assez rocambolesques, à la fois sur la manière dont ça s'est fait, mais également il y a des choses dans la vie qui sont, avec le recul, qui sont terribles Mhm. parfois et auxquels on peut pas s'attendre et parmi les choses, j'y pensais, c'est drôle, hein, j'y pensais il y a quelque temps par rapport à la manière dont je commencerai, je sais déjà comment je vais commencer euh, la partie que je vais rajouter dans l'œil du lion. Ok. Je sais pas, je vais appeler dans l'œil du lion le retour ou un truc dans le Oui, genre, style un peu à la Sylvester Stallone. c'est ça. C'est un peu ça d'ailleurs, un peu parfois un peu la vie. C'est un gros combat. Ouais. Je vais commencer avec malheureusement la disparition de Salah ad-Din Romari. Ok. Et il y a quelque chose de terrible dans cette histoire que j'ai avec le journal télévisé avec 2M, c'est que je perds mon frère Oui, Jamel, il Allah reviendra. yarhamou, le jour où je mets les pieds à la chaîne, Mm. 1er mai 2006. Donc mon anniversaire à la chaîne est intimement lié avec la disparition de mon petit frère. Allah yarhamou, Allah Salih. yarhamou yussalih. Et je reviens à la présentation du journal le jour où Salah ad-Din Romari nous quitte. Waouh. C'était le 11 décembre 2020 et lui, il est décédé dans la nuit du 10 au 11. Je dis ça de mémoire, je sais plus si c'était le 12, mais je crois que c'était ça. Et cette nuit-là, je suis pris par le stress et je me dis, faut pas que je loupe mon retour à l'antenne. Hmm. Parce que j'avais quitté la quotidienne de l'info. Et au milieu de la nuit, mon téléphone qui arrête pas de sonner avec des messages de partout. Je me dis, c'est quoi ce truc? J'ai pas l'habitude de recevoir des Hmm. notifications. Et on m'annonce là, enfin, je découvre parce que dans un groupe professionnel de la rédaction que Salah nous a quittés. Et donc je reprends les news avec ce titre-là et avec la disparition de... C'était un frère, Salah, c'est Hmm. mon frère dans le métier, quoi. On avait passé, en revenant, je le raconterai d'ailleurs, mais on avait passé une espèce d'antichambre de la rédaction, parce que lui était au sport et il revenait après avoir fait son émission pendant le Covid, où c'était incroyable, incroyable. Moi, j'étais enfermé chez moi, malheureusement. Et je regardais le succès qu'il avait, la manière dont il parlait avec les gens. Et je me disais, waouh, c'est un truc de fou. Ouais. C'est ça qu'il aurait dû faire depuis toujours, quoi. Hmm. Parce qu'on le sentait, c'est quelqu'un qui est, tu vois, j'en parle au présent parce que, Oui, oui. mais Salah, c'est quelqu'un qui est hyper hyper humain et rentré à la rédac, toujours en chantant. Et on avait passé entre septembre et décembre, parce que lui devait revenir avec une émission. Hmm. Et on avait passé de septembre à décembre, on était dans ce qui nous servait à l'époque de salle de réunion, et on était côte à côte. Moi j'étais assis là, et lui il était assis là. Il préparait son émission, et moi je préparais Info Soir Week-end, posait, définissait le concept, etc. Et quasiment tous les jours. Hmm. Et donc voilà, donc il y a des situations de la vie, et ce qui est fou, j'avais pas prévu de parler de Salah El Romari, mais ça s'impose. Hmm. Ce qui est fou, c'est qu'il se passe quasiment pas une semaine. Il m'arrive parfois de prendre le taxi ou de rencontrer des gens ou autres, sans qu'on me parle de lui. Hmm. Et c'est dire l'impact qu'il a eu sur le public euh, pendant cette période de crise qu'on a vécue. Et c'était un mec, c'était un chic type, quoi. Ouais. Allah yarhamou Ouais, yussalih. Moussal. On ressent ton émotion. Merci beaucoup d'avoir partagé ça. Écoute, Euh,
d'autant plus que tu n'avais pas prévu de le faire et puis tu évoques ce deuxième livre, la continuité de Dans l'œil, du lion. Hem, pour, continuer un petit peu à naviguer, sur le chemin que tu as parcouru et aussi, bah, c'est la vie, en fait. J'ai l'impression qu'il y a eu plein de clins d'œil du destin, en fait, qui t'ont Énormément, été, c'est fou, hein. lancés. Vraiment, c'est le destin? C'est la chance? Quelle interprétation tu en fais? Toutes ces synchronicités, ces rendez-vous, ces C'est anniversaires? c'est savoureux. Il y a tout plein de trucs. Je peux vous raconter des trucs dingues. Rien que les choses dont je me rends compte, parce que certainement qu'il y a beaucoup de choses qui m'échappent. Par exemple, je vais vous donner un autre point. Bon, l'antenne, je vous ai dit, avec Salah, elle arrivait à 2 ans avec mon frère. Ouais, M- Mon fils Ryan, donc mon aîné, il est né 1 an, jour pour jour, après la mort de mon père. Jour pour jour, c'est-à-dire, on n'a même pas déclenché l'accouchement ou quoi, ouais, c'est من عند ouais. Allah من subhanahu عند wa الله ta'ala. سبحانه. Jour pour jour. Ouais, Mon papa est décédé le 10 septembre 2008 et Ryan est né le 10 septembre 2009. la vie. Quelle interprétation il faut en faire? Qu'est-ce que tu vas... Et voilà, il y a des choses comme ça. Le fait que j'envoie 40 demandes de stage et que je suis retenu, j'ai une seule réponse positive, qui m'arrive d'ailleurs le 14 février, c'était mon cadeau de la Saint-Valentin, pour être à 2M avec tout ce qui va s'en suivre. Moi, j'étais là pour passer 3 mois, 4 mois et repartir, quoi. Ouais. Donc, il y a des choses comme ça. Après, je pense que la vie est ainsi faite et que le bon Dieu, il sait ce qu'il fait. Voilà. Ouais. Ça, il faut se dire, même si ça nous pèse, même si ça nous coûte, même si ça nous fait mal, Ouais. parfois, Faire confiance. القدرة الإلهية, c'est comme ça. Absolument. Et on en parlait tout à l'heure en préparant notre entretien. Ouais. Et ce qui nous aide aussi à affronter ces moments difficiles, c'est la foi. C'est la foi. Ouais. Je ne suis certainement pas le meilleur des musulmans, mais j'ai cette chance d'être musulman et d'avoir reçu de la part de mes parents, là aussi, en plus des valeurs marocaines, Oui, en plus de la culture Thaqafa al-Maghribiya, j'ai la chance d'avoir reçu de leur part cette religion ouais. musulmane qui nous aide considérablement. La foi, quand tu crois en une puissance supérieure et suprême, C'est une c'est force et un apaisement en même c'est un temps. apaisement, bien sûr. Ça Ouais. te, ça, Une ça te force aide à incroyable et un garder la apaisement. tête sur les épaules, Ouais. ça t'aide à prendre un peu de recul. Et donc, du haut de notre petit statut d'être humain, Ouais. bah, quand on arrive à mettre pause et à se dire, attends, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à présent? Ah ouais, mais tiens, il y a ce truc-là, finalement. Et on est orienté vers certains choix qu'on n'aurait pas fait Ouais. et qui sont 1000 fois meilleurs que ce qu'on aurait pu choisir pour nous-mêmes. Tu te Exactement. dis, mince, quoi, des fois, il faut pas s'acharner. Il faut se laisser, de temps en temps, il faut lâcher prise. Oui. Il faut se laisser porter. Quand on a cette conviction, quand tu dis euh, Allah yadir li fiha al-khair, Hmm. voilà, il faut le dire avec profondeur, avec puissance. Et y croire. Et y Ça veut dire quoi? croire, Ça ouais. veut dire qu'à un moment, il faut se laisser porter. Tu vas faire des rencontres où là, tu vas avoir des gens vers qui tu voulais aller et tu sens pas bien. Donc, il faut, à mon avis, peut-être changer d'orientation ou ceci ou cela. Et ça permet de continuer à avancer. Ça permet de se sentir en vie. Et ça permet surtout, ce qu'on oublie beaucoup, c'est qu'à un moment, il y a un clap de fin. Mais oui, c'est la seule certitude d'ailleurs. Il y a un clap de fin, ça, tu peux faire ce que tu veux, tu peux avoir la fortune que tu veux, tu peux décider de ce que tu veux. À un moment, c'est le générique De qui fin. apparaît. C'est comme dans le journal télévisé, tu vois. À un moment, je dis aux gens, c'est la fin de cette édition, ça y est, c'est la fin de cette édition, générique, bam, et on passe à autre chose. Ouais. Et il faut être conscient de cela. Ouais. Il faut être conscient de cela, surtout quand on en est conscient, quand on côtoie malheureusement la mort, et c'est le lot
de tout un chacun. On a tendance un peu à l'oublier, mais c'est quelque chose qui doit nous accompagner. Pourquoi? Bah, pour faire de belles choses, pour profiter avec les gens qu'on aime, pour réaliser ses rêves, pour atteindre ses objectifs et pour être dans le positif. Moi, je me suis inscrit là-dedans sans prétention aucune. Tu sais, j'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit. Moi, je suis un être qui est plein de défauts, mais j'essaye de faire au mieux. Mmh. Tu vois? Et ce qui nous aide à faire au mieux, ben, c'est ça, c'est cette conscience que voilà, on est là de passage. Ouais. Et c'est cette conscience aussi de la puissance suprême qu'il y a autour de nous et de ces valeurs, de ces principes qui sont édictés par notre religion et qui sont d'une intimité absolue. Mmh. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui est convaincu que le rapport au bon Dieu relève de la profonde intimité strictement Personnel. personnelle. Mmh. J'ai aucune leçon à donner à qui que ce soit d'ailleurs dans l'islam, encore moins dans l'islam, ou de quoi que ce soit. Je peux Mmh. donner des conseils quand on me sollicite, je peux m'appuyer sur mon expérience, ce que j'ai appris, ce que j'ai lu, ce que j'ai vécu, mais je ne suis pas détenteur d'une vérité absolue ou de quelconque orientation définitive, non. Et ça rejoint peut-être ce que tu évoquais tout à l'heure, cette humilité, elle vient de là, parce Oui, on est si peu de choses. bien sûr. Alors Et puis, essayons de faire les on choses est dans bien. un apprentissage continu Ah, jusqu'au Dieu merci. dernier jour. Et donc, il s'agit plus de partager que de prêcher la bonne parole. C'est vraiment plus un partage d'expérience plus Et c'est qu'autre ce que tu chose. fais super bien avec tes entretiens et avec ton concept. C'est le sens et l'intention en tout cas. Merci beaucoup Wadja pour ce partage. Je veux quand même revenir à ton début de parcours qui est parti d'un rêve finalement. Très tôt, tu as su ce que tu voulais faire à 8 9 ans, il me semble. Ça, ouais, ouais. C'est exceptionnel. Beaucoup de gens, jusqu'à des âges beaucoup plus avancés, ne savent toujours pas ce qu'ils veulent faire. À ton avis, c'est dû à quoi? Ça m'a vraiment, parmi les choses qui m'ont sauvé. C'est une chance incroyable. Ça, c'est quelque chose. Écoute, c'était tout bête. Moi, je suis l'aîné de la famille, de la fratrie, et mon papa était fan de news. C'est vraiment, et pour lui, c'était un rendez-vous incontournable. Je me souviens avoir vécu avec lui à ses côtés à l'époque. J'étais gamin, j'avais quoi? J'avais 11 ans, ouais. 10-11 ans, la guerre du Golfe, la chute du mur de Berlin, il suivait Hmm. ça en live. C'était les premiers lives, l'apparition enfin, l'explosion de CNN à l'époque, les chaînes françaises qui cassaient leur grille, et qui se mettaient en continu, en breaking news. Et, et c'est lui qui m'a transmis ça. De la même manière qu'il m'a transmis l'amour du métier, sans s'en rendre compte, hein. Ouais. Il m'a transmis ce goût pour l'info, pour le journalisme, pour la télé, surtout. Hmm. Et ça a été un peu ma bouée de sauvetage, parce que je me disais, attends, je le dis avec beaucoup d'affection, moi c'est un terme que j'aime beaucoup, t'es fils de Zmeg, Mhm. t'es Zmeg toi-même, Mhm. ou Zmegari pour ceux qui n'ont pas compris. Mhm. T'es en France, t'es français, t'es marocain, Hmm. les stats disent que quand tu es fils d'ouvrier émigré, Tu ne tu as réussis pas. 80% de chances d'être ouvrier à ton tour. Hmm. Moi, le métier de mon père, je le respecte infiniment. D'ailleurs, quand je vois des tâcherons ou là des Hmm. maçons, je m'arrête toujours devant un chantier, je regarde et j'imagine que c'est mon père d'ailleurs. Et c'est drôle parce que beaucoup d'entre eux lui ressemblent de loin. Enfin, je pense que c'est une Hmm. projection que je fais de manière Mhm. mentale. Et j'ai un infini respect pour. Il n'y a pas de métier, il n'y a pas de jugement de valeur sur les Bien métiers. sûr, Un non, non, métier, il n'a de trop bien. valeur par rapport à l'amour et à la passion que tu lui donnes. Et donc, moi, par principe, je suis quelqu'un d'assez anticonformiste. Oui, Et je me suis dit, hors de question que je rentre dans les stats. ouais. Hein, l'étude que tu vois, qui est reprise régulièrement dans les JT d'ailleurs, Mhm. 80% du fils d'émigrés qui sont ouvriers finiront ouvriers, je dis, Niet. Moi je vais faire partie de 20% et même des 2 ou peut-être ou 3%. Moi je veux casser le truc. Ouais, Je veux ouais. casser le modèle. C'est le challenge. Tu Ouais, le fonctionnes au goût du challenge? challenge. Ouais, bon, je fonctionne Ouais. beaucoup au goût du challenge. J'ai appris ça à l'école. J'étais toujours
J'ai besoin de concurrence. C'est ça? Ouais. J'ai besoin de sparring partner, j'ai besoin de gens avec qui je vais mesurer et de manière très saine. Oui, oui, Donc oui. on était toujours à très j'ai une très bonne amie, malheureusement on s'est un peu perdu de vue, mais on se parlait de temps en temps sur les réseaux, qui s'appelle, Lydie Guérin et pendant des années au collège, on était en fight. Elle, était 1re de la classe, puis moi je passais C'est devant et ça, puis ouais, elle ouais. repassait 2e et cetera. Ouais, Et donc j'ai besoin de ça et j'ai ce qui me fait avancer, mais de manière saine. C'est-à-dire que moi je suis convaincu que la concurrence, c'est quelque chose de vital, d'essentiel, mais ça doit être quelque chose de constructif. C'est-à-dire que, absolument. on a tendance à croire que pour, devancer les autres, il faut leur marcher dessus. Non, parce que si tu marches sur quelqu'un, tu restes à ta place, tu restes au ras du sol. Par contre, si tu essaies de faire mieux que lui, si tu essaies d'atteindre le niveau auquel il est, bah, tu vas t'élever. Et puis lui ensuite va vouloir répondre, pareil. Et puis on crée comme ça une espèce d'émulation, un cercle vertueux qui fait que tout le monde est gagnant finalement dans, Absolument. dans l'histoire. Mais Ouais. si on se fout, sur la figure et que tout le monde se retrouve à terre, on sera tous perdants. Absolument et Et puis, j'ai besoin de ça, j'ai besoin ouais. de ce challenge, ce qui m'a poussé d'ailleurs après à courir, à faire des semi-marathons, des marathons. Voilà, c'est quelque chose qui me nourrit. Ouais. Et puis il y a un truc phénoménal que je vis d'ailleurs parfois à la chaîne et que j'ai vécu à l'extérieur. Moi, j'adore qu'on me dise non, c'est impossible. Ah oui. Ou Ou alors là, tu ne tu vas vas pas pas y y arriver. arriver. Merci. Parce que je l'entendais souvent celle-là Ah aussi. là 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 là, j'adore. Tu vas pas y arriver. Meilleur moyen de me motiver, c'est de me dire Ah ça. ouais, moi Ouais. j'ai eu des personnes qui m'ont dit ça, qui auraient pas dû d'ailleurs, grand mal leur en a pris, mais qui m'ont dit ça dans le métier et finalement je les remercie parce que la dose d'adrénaline que ça met, dire, ah ouais, je vais pas y arriver. Ah, d'accord, très Tu bien. vas voir. Et finalement, je me souviens notamment d'une édition spéciale qu'on avait faite pour les dernières élections législatives. Mmh. Et bien évidemment, avec mon esprit un peu tordu, où je vais essayer toujours de faire des choses challengeantes, etc., je décide de faire une édition 95% avec des duplex. OK. Donc quasiment pas de sujet, de ce qu'on appelle nous des VTR ou des reportages. Et on me dit, mais t'es complètement fou, tu vas faire ça pendant 45 minutes. D'ailleurs, ça sera dans le prochain bouquin, enfin la suite de Dans l'œil du lion. Mmh. Je raconterai dans le détail. Et je dis, ouais, ouais, on va faire des duplex. Où est le souci? On a 10 correspondants francophones de la chaîne qui Mmh. sont un peu partout à travers le Maroc. Mmh. Bien, et on a les moyens de transmission. Et puis j'ai trois experts à travers le monde. On avait un expert à Marseille, une à Bruxelles et un au Canada, je crois que c'était à Ottawa. Bah, ça fait 10 plus 3, 13 duplex. Sur 45 minutes, quand tu divises, ça te fait à peu près ouais, 2 minutes, 3 minutes avec le temps de parole par duplex. C'est largement suffisant. On peut aller sur du 2 minutes 30. Mmh. Je construis comme ça déjà dans ma tête le truc. Mmh. Et je me dis, bah, si jamais il y a un problème technique, on a ce qu'on appelle un fil rouge, c'est-à-dire un invité sur le plateau vers lequel tu te tournes en attendant que la connexion soit établie. Et je pose donc ça sur le conducteur et je vois duplex, on passait de Tanger, j'avais fait ça par thématique, de Tanger, ensuite on allait à Laayoune, de Laayoune on remontait à Agadir en fonction des thématiques, les précautions Covid, le vote des femmes, les enfants qui accompagnent leurs parents, le vote des jeunes, ouais, on avait des trucs énormes, Barnum sur 45 minutes, on me dit mais c'est pas Mmh. possible. Mmh. Et moi, bien sûr, je suis têtu, et donc je descends, je dis, non. Alors pour faire plaisir à la personne qui m'avait dit c'est pas possible, j'avais rajouté un ou deux sujets, tu vois, histoire d'apaiser un peu le truc. Et donc je descends sur le plateau, et je descends 1 heure avant, Mmh. sachant que sur mes éditions, je suis toujours une demi-heure avant le direct pour les répétitions, pour que Mmh. tout soit mis en place, etc. Donc là, je descends 1 heure parce qu'il y a beaucoup de tests à faire, etc. Donc j'arrive sur le plateau avec mon co-rédacteur en chef et mon réalisateur, qui est un ami. Et donc on s'installe, bon, tout va bien, l'invité est là, c'était un sociologue spécialisé en politique, et on va commencer à faire les tests. Mmh. Donc on fait 1 heure de répète, sachant que l'édition en elle-même faisait 45 minutes. Mmh. Donc on est là, et on essaie de faire les tests, je te jure, il n'y a pas un duplex qui a fonctionné. Ouf!
Zéro. On arrive à un truc de fou. On arrive à avoir personne. On arrive à avoir personne. Comme Aïe. ça, en plus, c'était la cohue. Il y avait eu des éditions, c'est sur les jours d'élection. Il y a plusieurs éditions, grosses éditions. Donc, il y avait eu une édition avant. Les mecs étaient sur les rotules, l'équipe technique. D'ailleurs, je leur rends hommage parce qu'ils font un travail phénoménal. La transmission, la STC, etc. Il n'y a pas un duplex qui prend. Le gars qu'on doit avoir à Marseille, son ordinateur fonctionne pas. On n'arrive pas à l'entendre. On le voit, mais on l'entend pas par Skype. L'ancienne femme politique marocaine à Bruxelles, elle est un peu en retard. Le gars avec le décalage horaire au Canada, pareil, je sais plus qu'est-ce qu'il y avait. On est à 3 minutes du live, il n'y a rien qui fonctionne. Et là, on en revient à un truc qu'on a évoqué tout à l'heure, je te jure. Là, je me dis, bon, mon gars, je pense que tu as poussé le bouchon un peu loin, mais c'est pas grave, tu assumes, moi j'assume. Quand Mm, je fais des bêtises, j'assume, il n'y a mm. pas de problème. Je me dis, purée, je vais donner du grain à moudre au gars qui disait, mais là tu exagères, c'est pas possible, etc. Et, euh, et en même temps, je me dis, bon, c'est pas grave, de toute façon, on va essayer de sauver les meubles. Et on est à 1 minute du live. Et Waouh. là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Bon, j'avais déjà mon texte d'introduction, il y avait que ça. Et puis mon invité qui était sur ma gauche, je lui dis, mec, là, je risque de tourner vers toi plus souvent que prévu parce qu'il n'y a rien qui fonctionne. Et là, j'ai mon téléphone que je pose sur le bureau et je dis, bon, le seul truc qui me reste à faire, c'est d'appeler ma mère. Ah, Donc je te jure que c'est une histoire vraie. J'appelle ma mère, on est à 1 minute du live. Je sais pas, je me dis, j'espère qu'elle va répondre parce que des fois, elle répond pas. Donc j'appelle, elle décroche immédiatement. Je dis, Alhamdoulilah. Allô, Louaïda, ça va? لاباس عليك وشي بخير؟ انا بغيت نعلمك راه ليديسيون عرفتي راه عندي اللايف اليوم ماشان ستيرا راه مع الخمسة راه غتبدا دابا الا بغيتي تتفرج وداكشي. Bien sûr, je lui dis pas oui. qu'on est dans la panade. Oui. Et donc, elle me dit, سير ولدي الله يسهل عليك هذاك الله يكمل بخير machin, etc. Donc, كدعي معايا. Mm. J'ai raccroché. Et j'ai une petite télécommande sur la ceinture à laquelle je parle en régie. Et donc, j'appuie sur la télécommande. On est à 20 secondes du live. Et je dis à mon ami réalisateur, الحاج, je lui dis, الحاج, هات هنا مع راسك راه هضرت مع الوالدة راه دعت معانا. Ah, j'adore. Je te jure. La baraka. Ardak الوالدين. On démarre. Madame, monsieur, bienvenue dans cette édition spéciale, machin, etc. Et on déroule avec le compte. Et j'ai dans l'oreillette que j'ai sur la gauche, je vois ce que on me dit, ah tiens, là c'est bon, Tanger, là on l'a. Et on déroule. Premier duplex qui passe. Le gars, il fait un duplex. Les collègues journalistes, ils ont été ce jour-là, mais exceptionnel, exceptionnel. Parce qu'on avait travaillé en amont, je leur ai facilité la tâche, je leur ai dit, ne me faites pas de reportage. Vous venez, vous me faites 1 minute clean, tu me donnes 3 chiffres clés, on les met en illustration, quelques images de là-bas, tu m'envoies 10 secondes, 20 secondes d'images de toi sur place pour illustrer, et Nakallah, tu peux aller travailler ensuite pour les éditions du soir. Donc ils étaient super contents, moi pareil, parce qu'ils me donnaient vraiment du précis, et on déroule l'édition, et on fait 44 minutes et 50 secondes Waouh. C'est ça la magie du exactement, direct. c'est un truc de fou, hein. On était en live pur, hein. Exactement comme c'était prévu. Ah, Et je me dis, là, tu ressens quoi là? ah là, tu sais quoi, je rends l'antenne, je souffle et je me dis, ils allaient m'avoir, mais c'était pas pour cette fois. Et je remonte à la rédac, tu vois, je dis, ouais les gars, c'est bon, on l'a fait. Et puis voilà, et puis Exceptionnel. on passe à autre chose, quoi. Mais ça, c'est la magie, enfin voilà, c'est le pouvoir Ah, invisible c'est qui un est truc, je te jure, inexplicable. 1 heure de répète. Ouais. 1 heure de Et rien répète, qui on ne fonctionne. chope rien. Ouais. Et là, parce que en plus, quand tu apparais à l'antenne, Ouais. que le live est déclenché, Ouais. il faut que tu apparaisses vis-à-vis du téléspectateur frais et dispo. Mais C'est-à-dire, oui. c'est comme si tu venais, tu vois, tu as Mm. fait ton spa, machin, etc. Mm. T'es impeccable. Et puis t'arrives et t'es frais et dispo, souriant, bien en forme et tout. Donc toute la galère, la fatigue que tu avais accumulée avant, Mm. il faut pas qu'elle apparaisse. Mm. Tout le stress que tu as. Donc quand tu arrives, le rouge antenne, tu es là, madame, monsieur, bienvenue dans votre édition. Bam, il faut être accueillant, il faut C'est être ça. souriant si l'actualité le permet, etc., etc. Et là, 1 heure, je t'en reparle, là, je suis épuisé. C'est comme si je l'avais revécu, hein. Bah, Donc voilà. tu nous embarques avec toi dans les coulisses et c'est marrant aussi de voir de l'autre côté, en fait, qui n'est absolument pas visible et de Ah, se il y a des rendre choses à compte de raconter, tout ce hein. qui se passe. Il y a de quoi écrire un livre, Ah, il y a hein. des. J'ai noté quelques anecdotes Voilà. là, mais je pense que je les glisserai dans le deuxième tome de Dans l'œil du lion.
Alors justement, en parlant des coulisses, de ce qu'on voit pas, tu as un petit rituel que tu fais avant de passer en direct ou, avant de monter sur scène pour te conditionner? Tu as quelque chose que tu fais en Alors, tu particulier? tu l'as vu quand on a travaillé ensemble, sur l'animation de la fameuse conférence, bon, beaucoup de préparation, ça Ouais. on est tous d'accord là-dessus. Les répétitions, Mmh. également, ça je parle par rapport aux conférences et juste avant, tu as dû t'en rendre compte, j'ai besoin de me ressourcer. C'est-à-dire que je me mets Yes. à l'écart, je me crée ma bulle, je prends 5 minutes. Là, il peut y avoir des ministres, des machins, etc. Peu m'importe, il faut que je prenne ces 5 minutes-là avant de démarrer. Et ça te permet de te recentrer, de repasser en revue parce que le démarrage est crucial. Oui. Comment tu vas démarrer, comment tu vas enchaîner les personnes, les trucs, faut pas te tromper. Moi, j'ai un gros souci avec les noms. Je Oui. retiens très mal les noms. Donc, ça me demande un effort mental énorme pour ne pas me tromper, parce qu'il n'y a rien de pire que de se tromper de nom, de se tromper de dénomination, de prononciation ou de fonction. Surtout quand on est dans des conférences, en plus aujourd'hui tout est transmis par internet, en live, en streaming, etc. Donc ça me demande un effort considérable, donc ça me permet de me recentrer. Sur le journal, j'en parlais il y a quelque temps avec une amie qui me disait, mais tu sais, moi j'ai un travail, mais c'est très aléatoire, etc. Je lui dis, écoute, si tu veux t'en sortir Mmh. et surmonter les imprévus, Mmh. les aléas du direct par exemple, Mmh. comme c'est le cas dans notre métier, il faut créer un process. Yes. Il faut créer un process, il faut que ce process soit appliqué, Mmh. soit éprouvé, c'est-à-dire qu'on le teste, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, ben on corrige, mais une fois qu'il est verrouillé, il faut l'appliquer systématiquement. Mmh. C'est-à-dire ce qui va faire la force du process Mmh. et ce qui va te permettre d'en tirer tous les bénéfices, c'est la fréquence, la régularité et surtout l'assiduité à respecter ce process. Mmh. Et là, ça va faire presque 4 ans. Au niveau des éditions d'Info Soir Week-end, c'est systématiquement. J'arrive une demi-heure avant. Et les Mmh. équipes sont géniales parce qu'elles te suivent, tu vois. Parce Ouais. qu'elles se disent, attends, il y a le mec, il est rédacteur en chef, il est là depuis le milieu de la matinée, il est là à l'heure, donc nous, il faut qu'on joue notre partition. Et il la joue impeccablement bien. Parce que le journal, on voit ma figure à l'antenne, mais derrière, il y a rien sur le plateau, au moment où je présente, et en régie, il y a facile, comme ça, juste à vue de nez, facile, une vingtaine de personnes. Ouais. Facile. Il y a 5, 6 caméramans, 6 cadreurs sur le plateau, plus le régisseur, plus deux opérateurs du son, plus le réalisateur, l'assistant réel, l'opérateur synthé, le chef d'édition qui est en coulisses, la co-rédaction en chef, Mmh. etc., etc. Donc il y a une vingtaine de personnes, Mmh tu mh. vois, sans parler des gens qui ont préparé le journal, l'équipe rédactionnelle avec les journalistes et les bureaux régionaux et tout ce qui s'ensuit. Donc, quand la mécanique, elle se met en place, quand il y a un process, même pour eux, ça crée de la visibilité. Et ça crée aussi de l'aisance, parce qu'ils Oui, savent à quoi s'attendre. c'est ça. Et donc, tout le monde fait son boulot exactement comme du papier à musique. Il n'y a pas de fausse note. Donc, j'arrive une demi-heure avant, je salue toute l'équipe, je m'installe, on fait une première mécanique, répétition titre. Une fois qu'on a fait la répétition titre, je me remets à ma place. On vérifie les illustrations, l'une après l'autre. Bam, 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 on les passe en revue. Une fois qu'on a fait les illustrations, on vérifie les titres, c'est-à-dire les synthés qui sont inscrits sur les reportages. Donc chaque reportage a un titre, s'il y a une coquille, s'il y a une erreur, s'il y a des choses qui ont changé entre-temps. Donc on check ça. Une fois qu'on a checké ça, après on fait le travail avec les invités. S'ils sont Mmh. sur le plateau, on les installe. On Mmh. fait le test son, on vérifie qu'ils ont bien les questions, qu'on s'est mis d'accord sur les axes qu'on allait aborder. Mmh. Parce qu'on est dans le cadre d'un échange de 3-4 minutes, donc il faut que ça aille vraiment Focus. aller à l'essentiel. Donc il y a un travail de préparation en amont qui est fait avec l'invité, parce que le but c'est ce qu'il va délivrer. On n'est pas dans de la confrontation, Oui. on est vraiment dans de l'information. Donc le but c'est de mettre l'invité à l'aise pour qu'il délivre une information de qualité en faveur du téléspectateur. Quand on a des invités à distance, pareil, on fait le test au niveau du duplex, on cadre bien l'invité, on fait le test son, je check aussi avec lui les axes sur lesquels on va aborder, le timing qu'il doit respecter. Une fois que tout cela est fait, ensuite on refait une deuxième mécanique au niveau des titres, et là on se met en stand-by en attendant le démarrage du live. Et quand je me mets en stand-by, une fois que j'ai fait toute ma répète, là, la même chose qu'en conférence, Petite je me méditation, positionne, voilà, une minute, et un travail respiration. voilà, je ferme les yeux, et je respire profondément, trois fois. Tu vois, ça permet de faire descendre le rythme cardiaque, de se remettre en position. Et puis la visualisation aussi, elle est importante. C'est-à-dire que tu te vois, comme tu viens de le faire là, tu te vois en train de te déplacer, de lancer les premiers titres, le sourire, regard caméra, tu es sur la 3. Après tu passes sur la 4. Tu reviens sur la 3 pour lancer ton sujet, tu repars sur la 4 avec l'illustration derrière, bam, le sujet part, tu te remets à ta place,
le JT a démarré, on peut dérouler. Parce que la phase critique, il y a trois phases critiques. Oui, La première phase critique, c'est le démarrage. C'est comme dans un vol en avion, oui, c'est le décollage. Tu ouais, loupes ton décollage, tu as loupé le vol. c'est ça. La deuxième phase critique, c'est le vol, c'est le déroulement de tout le JT. Ouais, Si tu exploses en plein vol, bah, c'est bon, on va ouais, pas dire ah t'as fait un bon décollage. non, Et la troisième phase critique, c'est atterrissage, l'atterrissage. Parce que bien si tu sûr, loupes ton atterrissage, tu as tout loupé aussi. bien On va sûr. pas dire ah non mais le décollage était réussi, le vol s'est bien passé. Ouais, mais tu as 270 passagers qui ont crevé, donc mec, il n'y a plus rien y a plus rien à Absolument. faire. Et donc ces trois phases critiques-là sont cruciales. Et la meilleure manière de les verrouiller, bah, c'est tout le travail qu'il y a en amont de préparation, de répétition, et systématiquement on pose la question. Des fois, pas des collègues, mais des gens comme ça, un peu au détour, en Mm. périphérie du studio, ils me disent, attends, mais ça fait 3 ans ou 3 ans et demi que tu fais cette édition et tu vas refaire les répètes. Je dis, bien sûr, je vais refaire les répètes. Parce que le jour où tu les fais pas, Bien sûr. tu te plantes. Bah, Il n'y a pas de le secret. pouvoir, The Power of Habit, c'est un de mes meilleurs bouquins. Exactement. C'est ce qui aide le plus, en Et donc, fait. et après, ça claque. Et ça te permet, quand tu es sur des choses comme ça qui deviennent des automatismes, C'est bah, gravé dans ton inconscient. c'est gravé dans ton inconscient et tu peux surtout réagir de la manière la plus adéquate et la plus efficace possible Ouais. parce que les process, tu les maîtrises. Mm. Et surtout, les gens qui sont avec toi vont avoir aussi les bons réflexes parce qu'il ne s'agit pas que d'une personne, on est sur une équipe. Ouais. Donc moi, je peux avoir la bonne réaction, mais si le prompteur a pas la réactivité pour passer au sujet suivant, si le réal n'a pas la bonne réactivité pour prendre la bonne caméra, si le gars du son n'a pas la bonne réactivité pour baisser les putters et couper le son parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de dire des grossièretés pendant qu'il y en a un qui est en duplex, tu vois. Oui, Donc tout le monde est sur le qui-vive. bien Et sûr. ça, c'est magique. Mais Quand tu oui, arrives à ça, quand tu arrives à cette orchestration, en fait, t'es comme un chef d'orchestre, quoi, qui a plusieurs musiciens, et t'es là, et t'es pas le chef. T'es le chef d'orchestre dans le sens le chef de l'orchestration. Tu n'es pas le chef des musiciens. C'est pour ça qu'on l'appelle chef d'orchestre. Mm. Et tu es au service à la fois de ton équipe, où tu essaies de leur faciliter la tâche, et eux en retour te facilitent la tâche, et tu es surtout et avant tout, et nous tous, au service du téléspectateur. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il s'agit de lui donner un contenu de grande qualité, précis, vérifié, crédible, etc., Mm. etc. Ça t'arrive encore de ressentir du stress? Ah mais heureusement. Ouais. Heureusement, le jour où j'aurai plus de stress avant le live, j'arrête quoi. J'arrête. Ça c'est. Il y a deux types de stress. Je sais ça Ouais. très bien. Il y a le mauvais stress qui va être paralysant, et qui va te mettre en difficulté. Mais ça, on apprend après à le surmonter avec la pratique, avec les bonnes habitudes qu'on crée, avec la préparation, avec beaucoup de travail mental, physique aussi pour évacuer tout ça, etc. Et puis il y a le bon stress. C'est le Mm. stress qui va te permettre d'être sur le qui-vive. Moi, C'est par ça. exemple, typiquement, ce stress-là, juste avant le live, je me positionne et s'il y a quelque chose qui n'est pas en ordre dans le plateau, je le vois, je le sens tout de Tu suite, même en perçois régie. immédiatement, ouais. Même en régie, tu Ouais. sais, un son, un bruit, je te donne un truc basique. On Mm. fait une répétition du, de la mécanique des titres. Oui. Et au moment où on démarre, il y a un clac qui fait clac. Alors que les gens ne l'entendront pas, quasiment Mm. pas. Mais ce clac, qui pour moi résonne comme si c'était un boom, tu vois, je l'entends et je leur dis, les gars, il y a un problème sur le micro. Et le gars du son te dit, ouais, effectivement, il y a eu un cliquetis qui ne devait pas avoir. Mm. Parce que tu deviens, c'est quasiment animal, quoi, tu vois. Mm. C'est reptilien. Mais oui, c'est ça, c'est ton Tu es cerveau en alerte. reptilien, ouais, absolument. Et en fait, quand tu es position, pareil, et que tu attends le démarrage du live, tu ouvres les yeux, et tu as déjà une image figée de la position idéale, optimale du studio. Ouais. Moi, il suffit qu'il y ait par exemple la caméra 3, qui est ma caméra principale, si elle est décalée que de 1 ou 2 degrés, je le vois, je dis attends, je ne saurais pas te dire quoi, mais la caméra 3, elle n'est pas à sa place. Mm. Parce que j'ai la photographie dans ma tête de la position. Je te donne un truc tout bête encore qui m'est arrivé il y a quelques jours. Euh, je fais mes répètes, je suis hyper concentré, et pendant que je fais mes répètes, je vois 2 silhouettes qui entrent dans le studio et qui s'installent au fond. Et donc je fais mon truc, très bien, je reste concentré, etc. Et je termine, et je lève la tête, et je vois que ce sont 2 personnes que je ne connais pas, qui sont rentrées dans le studio, il n'y a personne qui a bronché. Je dis, les gars. Et là, tout de suite, tu vois, tu as l'alerte qui se met en place. Et je leur parle, je dis, messieurs, excusez-moi, vous êtes qui? Mm. Parce qu'il peut se passer quoi? Le régisseur, il peut croire que ce sont des invités. Bien sûr. Là où des gens que... Plein de choses peuvent se Alors que passer, moi, quand ouais. j'ai des personnes, soit ce sont des invités, soit quand on a des stagiaires, Oui, j'avertis le réalisateur, je lui dis, écoute, par il va y avance. avoir une personne,
extérieure à l'équipe qui sera là parce qu'elle vient pour observer, elle est stagiaire avec nous à la rédac. Et donc ces gens-là, je les vois rentrer et je me dis, mais attends, c'est un truc, c'est hyper dangereux, quoi, parce que tu sais pas qui c'est. Mmh, mmh, mmh. Et le live va commencer dans 2 minutes. Moi, je sais pas, le live commence, il te saute dessus ou il crie quelque chose, etc. Mmh. Bah oui, Il, faut être il- prêt à toutes les voilà, ils éventualités. te mettent en difficulté. Et donc, il se trouve que c'était des stagiaires qui ne s'étaient pas déclarés, machin, Mmh. etc. Et donc, on a fait le nécessaire pour que les choses se passent. Donc, pour répondre de manière définitive à ta question, ouais, ce stress-là, heureusement, il est là, il te Du permet bon d'être sur stress, le de qui-vive. l'adrénaline. Absolument. Ouais. Alors, tu nous parlais du plateau, tu vas passer plusieurs invités qui sont là et qui se prêtent à l'exercice de prise de parole en public. Quel serait ton conseil pour bien préparer son passage au JT? Et à contrario, qu'est-ce que tu vois souvent qu'il faut éviter de faire en fait? Alors, sans prétention aucune, moi, mes invités, ils arrivent bien préparés parce que d'abord, ils maîtrisent leur sujet. Donc ça, c'est un préalable. Et ensuite, je fais en sorte vraiment de les cadrer par rapport à l'exercice, parce que c'est un exercice. Alors souvent, la contrainte qu'il y a, c'est que ce sont des passionnés, par exemple des scientifiques ou des personnes de l'univers artistique ou culturel qui ont besoin de se raconter. Or, nous, malheureusement, à l'antenne, sur le format du JT, on est sur des formats qui sont très courts. Hmm. Au mieux, on va être sur un échange de 6 minutes. C'est Hmm. vraiment un grand max à la fin de l'édition avec un artiste ou un écrivain. Donc je fais en sorte qu'ils prennent conscience de cette notion de temps qu'on n'a pas quand on est en live, on n'a aucune conscience du temps. Moi, j'ai une horloge en face de moi dans le plateau, j'ai l'horloge qui est sur ma tablette, j'ai mon téléphone qui est posé juste à côté, j'ai ce qu'on me dit en régie par rapport au timing des sujets, etc. Donc je suis en permanence connecté au temps qui passe, parce qu'on a 25, 26 ou la 27 minutes qu'il faut respecter. Hmm. Donc quand ils arrivent, ils sont bien briefés et dans 95% des cas, ça se passe très bien. Moi, le conseil que je donnerais, c'est d'abord se renseigner sur le déroulé de l'édition, regarder une édition ou une émission à laquelle on va participer, voir comment ça se passe, déjà pour avoir une idée, ne pas hésiter à poser toutes les questions nécessaires, soit au rédacteur en chef, soit au chef d'édition, soit au présentateur, sur où est-ce qu'on va se positionner, à quel moment on intervient, combien de temps est-ce qu'on a, ça c'est le timing, c'est vraiment très important. Et puis avoir à l'esprit que, surtout dans l'exercice d'un journal télévisé, on est là pour passer un message. Et donc, rester sur le message essentiel qu'on veut faire passer et le décomposer en 3 ou 4 aspects. Et construire une réponse qui tienne à peu près en 1 minute sur chacun des aspects. Voilà, Donc, comme ça on on est est carré. carré, cadré, Ah un ouais, message nécessairement. clé décomposé en 3 En trois, sous-messages. ouais, 3 sous-messages et ça passe très bien. Super. Et du coup, j'imagine qu'à contrario, ce qu'il faut éviter, c'est de trop Bah oui, s'étaler, puis c'est de... allé parce que les gens après, moi, il m'arrivait On- d'avoir des entretiens de 5 6 minutes, ils me disent, ah, mais ça a duré qu'1 minute. Je dis, non, 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 je peux vous garantir que ça a duré cinq Bien minutes. plus. Très bien, super. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, Ouadia, tu te décris comme quelqu'un de timide par Oui. nature. Et quel serait ton conseil justement pour les personnes aussi qui sont de nature timide, pour éviter que cette timidité ne soit inhibitrice? Écoute, d'abord, il faut partir du principe que le but, ce n'est pas de changer sa nature. On est comme on est et on se doit de s'accepter comme on est. Mmh. Un. Deux, si il y a des choses chez soi que l'on n'accepte pas et que l'on peut changer, ben, on fait ce qu'il faut pour les changer. Euh, je sais pas moi, j'aime pas ma voix, ben je vais faire en sorte de la travailler pour qu'elle soit plus audible. Je parle vite, ben je vais faire en sorte de ralentir mon débit. Je me tiens mal quand je suis sur scène, ben je fais en sorte de me tenir correctement debout, droit. Il y a des exercices, il y a des formations, il y a des accompagnements, etc. Mais il ne s'agit pas de changer sa nature. Donc quand on est timide par nature, comme je le suis, ben, je l'accepte. Mmh. Mais je fais en sorte que cette timidité ne me freine pas. Mmh. Et j'ai eu la chance, gamin, d'abord de vouloir faire ce métier, de me prendre par le col de la chemise et me dire, hé mec, si tu veux être présentateur, interviewer des personnalités ou aller en reportage à l'extérieur, etc., cette timidité-là, ça va pas le faire, quoi. Il faut Mmh. être cohérent.
Le journaliste était timide, maladif. Il y a quelque chose qui... Donc il faut corriger ça. Et j'ai eu la grande chance ensuite de rencontrer des gens absolument formidables dans le cadre d'une association qui s'occupait d'animer le quartier dans lequel j'habitais à Pierrelatte, qui s'appelle l'association Lire, où ils ont lancé une activité de journal de quartier dans laquelle je me suis engouffré avec mes amis d'enfance, Adil Ismail, où ils nous ont pris en main, ils nous ont accompagnés, ils nous ont aidés aussi à nous faire connaître, ils nous ont emmenés dans des rencontres, des conférences, où j'ai été amené à prendre régulièrement la parole. Et puis c'est comme ça que le déblocage s'est produit. Donc euh, on est timide, c'est un fait. Maintenant, voilà, les choses sont ce qu'elles sont. Il faut faire en sorte de les surmonter et de les maîtriser. Et se mettre en situation, finalement, Ben, autant bien qu'on sûr. peut. Oui, oui, oui. Et Faut prendre l'initiative. voilà. Prendre l'initiative parce que de toute façon, il n'y a personne qui sera là pour faire les choses à votre place. Ouais. Et on ne peut pas de toute façon faire les choses à votre place. Et aujourd'hui, dans un monde qui est hyper médiatisé, qui est dominé par les réseaux sociaux, par la visibilité audiovisuelle, etc., si on reste dans sa coquille, on se tire une balle dans le pied. C'est ça. C'est la question que j'allais te poser. Euh, on passe à côté de quoi si on reste dans son coin, si on se satisfait du métro, boulot, dodo, on est peut-être happé par le quotidien, le poids des responsabilités, on est dans une sorte de symphonie comme ça qui ronronne et la vie passe. On passe à côté de quoi? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à beaucoup ou juste ta perspective sans forcément le voir comme un conseil? Ceux qui sont piégés Hmm. dans cette vie en mode pilotage automatique. Écoute, alors il y a deux choses. Il y a d'abord les personnes qui vont se recroqueviller sur elles-mêmes parce qu'elles n'ont pas cette capacité à aller au-devant des autres. Ça, là, il y a urgence. Il faut trouver le moyen. Encore une fois, il y a des personnes il y a des professionnels qui accompagnent là-dedans, que ce soit dans la prise de parole en Mm, public, que ce soit dans le coaching, etc. Et ça se surmonte. mm, D'ailleurs, j'en suis la preuve, sans prétention aucune. Je veux dire, et je suis pas le seul. Donc, on arrive à aller au-devant de cela, et c'est très important parce que sinon, on- on dévalorise ses compétences, on dévalorise ce que l'on est et ce que l'on peut apporter aux autres aussi. Ça, deux, le fait d'être piégé par le train-train quotidien, c'est une chose à laquelle on est tous exposés. Moi, il m'est arrivé d'être dans une véritable machine à laver quand j'étais sur les JT quotidiens en semaine. J'ai pas levé la tête pendant des années. Je veux dire, il y a 5 6 ans de ma vie, je sais pas comment ils sont passés, quoi. Tellement, cette quotidienneté en plus, tu présentes du lundi au jeudi, ensuite le vendredi tu es en reportage, samedi, dimanche à peine tu reprends ton souffle, et boum, c'est reparti. Lundi, en plus, nous, en tant que journalistes, on est en permanence connectés, il faut suivre, machin, etc. Mais tu avais quand même cette passion. Heureusement, Imagine voilà, s'il mais n'y avait pas ça ça. peut être, ouais, mais ça peut être piégeux, quoi, Ouais, tu vois, parce qu'il y a d'autres choses à faire. Il y a l'écriture, il y a les rencontres, il y a les ouais, conférences, il y a des formations, il y a découvrir d'autres choses, même pas forcément sur le plan professionnel, voyager, ouais, se reposer. Ça peut être paraître tout bête, mais c'est aussi des ouais. choses qu'il faut faire. Et donc, dans cette perspective-là, peut-être ce que je pourrais pas conseiller, mais je pourrais dire, Mhm, c'est un moment, il faut prendre ce que j'ai fait d'ailleurs. Il faut prendre le temps de marquer un arrêt. mm, Pas de tout envoyer balader, non, juste marquer un arrêt, prendre un peu de recul, profiter de congés ou autre, prendre un peu de recul et regarder dans le rétro et se dire, attends, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Est-ce que c'est vraiment la manière dont je veux faire les choses? mm, À quoi je prétends? Je suis à quel niveau dans ma vie? À quel stade de ma vie? Comment est-ce que je voyais les choses auparavant? Est-ce que les objectifs que je m'étais fixés, je les ai atteints? mm, Si oui, eh ben, je prétends à quoi maintenant? mm, Sinon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour les atteindre? mm, Qu'est-ce qui est positif? Qu'est-ce que j'aime dans ce que je fais? On peut être passionné. Moi, il m'est arrivé justement quand j'ai flirté avec cette zone rouge, mm, de venir au boulot de manière mécanique, quoi. Il y a eu plus cette saveur dans le JT. mm. Dieu merci, ça a duré une certaine période. Je me suis ressaisi et puis c'est reparti. Mais ce que je fais maintenant régulièrement, c'est que je prends le temps de faire le bilan.
C'est ça. C'est important, Ah oui, oui. ce Il y a deux prendre ce temps-là. périodes clés. Il y a la période septembre Oui, avec la rentrée, puis il y a la période janvier avec la nouvelle c'est année. ça. C'est deux périodes qui sont propices à ça. Il y a une autre période aussi qui peut être intermédiaire, moi que je trouve euh, très productive et très pleine de sens, c'est après Ramadan. Oui, Après Ramadan, on est vraiment dans un état d'esprit où un peu plus élevé, ouais, même du ouais, fait du jeûne, quoi. le jeûne aussi, exactement. Donc le corps, il y a une espèce d'équilibrage au niveau du corps et de l'esprit qui fait qu'on peut aussi avoir cette lucidité qui va nous pousser à recadrer le tir. Absolument. Mais ça m'avait beaucoup interpellée dans ton livre, d'autant plus que ça s'est fait pour toi après 12 ans. C'était Ouais, aussi exactement le nombre d'années pour moi aussi quand j'ai fait mon virage professionnel, c'était exactement 12 ans. 12 ans pour toi, c'est la fin d'un cycle. Pour moi, le Covid a été un déclencheur ouais, le encore. Covid est arrivé juste après. Le Covid Était m'a bien secoué vraiment, aussi. voilà, c'était une période propice à la réflexion, au questionnement, en fait, finalement, tout ce qu'on prenait pour acquis n'était plus réellement acquis, ne serait-ce que la liberté de sortir et de bouger comme on le voulait. Donc, c'était vraiment une période propice à la réflexion. Ce qui m'a manqué beaucoup pendant le Covid, Ouais. ça a été de faire mon métier. Hmm. Et j'ai vécu un truc, d'ailleurs, c'est prévu que je le raconte aussi dans le tome 2 de Dans l'œil du lion. J'étais au magazine et du jour au lendemain, il y a le directeur des mags qui vient, comme ça, je me souviens, je n'oublierai jamais ce truc. C'est un truc de fou. Hmm. Il vient et me dit, sans rien, comme ça, il se met de... Moi, j'étais en train de bosser sur les prochaines éditions. Il rentre dans la salle où on bossait. Il dit, vous allez rentrer chez vous et vous laissez votre téléphone allumé. On vous appellera si on a besoin de vous. Je regarde. Je dis, c'est rien que je dise quoi que ce soit. Bon, je connais un peu le personnage, etc. Et la manière dont il l'a dit. Et je me suis dit, mince. Et en même temps, j'y ai pas cru, tu vois. Je me suis dit, bon, ok, ça va être la grosse galère. Mais en tant que journaliste, on est là pour raconter ces galères. Donc je pense que la chaîne va m'appeler, quoi. Je pense, j'espère. J'ai laissé je te jure, mon téléphone était Moi, mon téléphone s'éteint jamais, hein. Il doit s'éteindre une fois par an parce que Hmm. par inadvertance, j'ai oublié de recharger la batterie, mais ça m'arrive vraiment jamais. Toujours connecté, toujours chargé, etc. Et je rentre chez moi et j'attends qu'on m'appelle. Et on m'appelle pas. Hmm. Première journée, deuxième journée. Tu sais ce que c'est quand tu as l'habitude d'avoir. C'était le cas pour. Mais moi, c'était encore plus légitime, tu vois. Je veux dire, je suis journaliste, mince, je suis à la télévision, je peux être utile, on peut raconter des trucs, on peut m'envoyer, c'est pas grave. C'est pas grave. On est dans une situation tellement catastrophique, j'ai pas peur de la mort. Pas peur de la mort. Si ça doit arriver, c'est comme ça. Et on m'appelle pas, quoi. Hmm. Et ça, je te jure, ça m'a mis un coup parce que je l'ai vécu, je l'ai pris personnellement. Hmm. À tort ou à raison, peu importe, mais le fait est là. Hmm. Et donc on présentait Continental à l'époque, enfin on faisait Continental, ça s'arrête, et j'appelle mon équipe, les journalistes, je leur dis les gars, vous faites quoi de vos journées? Ils me disent, ouais, je dis la chaîne vous a appelé quelque chose? Ils me disent non. C'est un truc de fou cette histoire. Et vous faites quoi? Bah écoute, on attend, on regarde, on suit les infos comme toi. Et je leur dis, les gars, ça vous dit qu'on fasse Continental à distance? Parce que là, en Afrique, il y a des choses qui se passent, on a des problèmes et tout. Et puis, via YouTube, on a les images AFP. Enfin, on s'est dit que j'ai appelé mon pote Wallace, donc l'humoriste maroco-ivoirien. J'ai dit, Wallace, tu me fais une petite rubrique à la fin. Il me dit, tu fais quoi? Il m'a dit, écoute, je suis à Abidjan, je suis enfermé moi aussi. Il dit, tu me fais une petite vidéo, parce qu'il faisait des trucs sur Instagram. Tu me fais une petite vidéo, je termine avec l'édition, ça te dit, on fait ça 3 fois par semaine. Il me dit, quand tu veux, Wadi, tu me dis la thématique, je te fais, etc. J'appelle deux, trois contacts, j'appelle le Policy Center, je leur dis, est-ce que vous pouvez me donner des experts qui puissent analyser, etc. Il me dit, ouais, il n'y a pas de souci, ils peuvent te faire les enregistrements à distance. Je dis, voilà, c'est pour YouTube, là, je fais ça de manière. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, on te suit, il n'y a aucun problème. J'ai appelé une amie, je lui ai dit, écoute, tu sais quoi, qui connaît un imprimeur, je lui ai dit, tu me fais une grande bâche, s'il te plaît.
de 2 mètres, je sais pas combien elle faisait, 2 mètres par 1,50 m, une planisphère Mmh. et tu mets bien en évidence le Maroc Mmh. et tu te débrouilles, tu me la fais livrer chez moi. Et donc je monte tout ça et donc j'accroche la bâche, je prends mon téléphone, je cadre, on fait machin et on sort et on appelle ça comment? Ça s'appelait Continental et je leur dis: «On va appeler ça Conti Fdar». Encore les titres. J'appelle un ami graphiste, je lui dis: «Écoute, voilà, je vais faire une émission, ça s'appelle Conti Fdar. Ouais. S'il te plaît, fais-moi un truc, un graphisme, machin, et cetera, un Mmh. habillage et tout» et on travaille comme à téléphone, à distance. Sans concertation avec Alors la chaîne justement, à ce stade. أنا جاي لك الهضرة comme on dit, dans notre belle Darija. Donc bien sûr, bien évidemment, mon esprit parce que Ouais, pourquoi? Moi, je n'aurais pas supporté qu'on me dise non. ouais. Donc je me dis: «Tu sais quoi? De toute façon, tu as toujours été un poil à gratter. C'est pas grave, continue au point où on en est, qu'est-ce qui va se passer? On est enfermés chez nous, on peut aller nulle part, qu'est-ce qui va se passer?» Et on m'appelle même pas pour aller sortir en reportage, bon sang, moi je serais allé, mais où ils veulent, il y a pas de souci. J'ai dit: «N'importe dans les hôpitaux, je porte les com Mmh. pas de problème, ce que vous voulez. Mais les gars, me laissez pas enfermer chez moi, quoi, purée. C'était le Ça veut manque dire là, quoi? ouais. Et tu entends que les gens sont mobilisés, le gars, il a choisi certaines personnes, machin, etc. Et toi, tu te retrouves enfermé chez toi, mince. Et en plus de ça, honnêtement, on est payé et tout, hein. Alhamdoulilah, la chaîne a fait son travail, l'État a fait son travail, je te jure, on était payé, Mmh. mais j'ai pas envie d'être payé à rien faire, moi. Ouais. Et même au-delà du salaire, moi, je suis journaliste, je suis pas un planqué. Mmh. Et donc on fait le premier numéro et là je reçois un coup de fil. Immédiatement après, je reçois un coup de fil d'un responsable, ouais, on va pas rentrer dans les détails. «Et toi?» et machin. Je dis: «Hé gars, ça fait une semaine que je suis chez moi. Tu m'as dit: "On rentre, on laisse le téléphone allumé, on va vous appeler", il y a personne qui m'a appelé. Tu je crois que je vais faire quoi?» Je lui dis: «Attends, je passe mes journées», tu sais, je lui dis: «Tu sais quoi? Je suis en train de». Beaucoup auraient rien fait, cela dit. Ça, c'est la passion Non, mais c'est encore une hors de fois mais qui c'est parle. C'est impossible, cette flamme Manel, c'est intérieure qui impossible quand même. Attends, mais tu t'imagines quoi? Tu combien de métiers? 2006-2020, 14 ans de boîte? Ouais. Non, non, bien sûr. Tu as 14 ans de métier, c'est ta passion. Tu es c'est impossible. Comme pendant le séisme, tu Ouais. vois? Toutes choses égales par ailleurs, c'était inenvisageable, mince. Moi j'avais la frustration que j'avais pendant le séisme de House, Mmh. c'est d'être enfermé dans le plateau. On a fait des éditions spéciales qu'on a montées vraiment avec 2 bouts de ficelle et on faisait des 1 heure avec des intervenants de partout au fin fond, du House. On n'avait pas de connexion et pas d'électricité et cetera, mais la fru heureusement, bon, j'étais là, je bossais Oui. et cetera, parce que je me sens utile, je fais mon travail. Ouais. Mais la frustration que j'ai, c'est de pas avoir été sur le terrain et j'y suis allé par mes propres moyens. J'avais besoin de voir, j'avais besoin de rencontrer ces gens, de leur dire: «Eh les gars, on vous oublie pas. Je sais que nous, on est dans notre confort à casa, que c'est la galère, machin et cetera, qu'il y a eu des morts, mais je vous jure, là, on est là, Zama, si on peut faire quelque chose, on le fait». Oui. Et on a passé des gens en duplex du monde entier qui ont mobilisé de l'argent, qui ont et cetera et tu essayes. Oui. Là, pendant le covid, c'est pareil, quoi, Ouais. mince. C'était Et un donc je supplice reçois pour ce toi. coup de fil et il me dit, donc il me passe un savon. Moi, bien sûr, je me laisse pas démonter. Et finalement, la chaîne décide de s'approprier ce concept. Comme quoi, des fois, il faut Mmh. parfois titiller un peu et pousser les lignes. Ouais. Et ça, d'un petit truc qu'on allait faire avec entre nous sur les réseaux, machin, etc., c'est devenu un truc assez costaud. On a mobilisé, la chaîne a été cool là-dessus, notamment la direction générale. Je lui en suis reconnaissant. A été cool parce qu'ils nous ont donné les moyens, Mmh. notamment de 2M.ma, graphiste, moyen de post-prod, etc. Et on a fait plusieurs numéros comme ça jusqu'à ce que on retourne au bureau. Donc on était sur 3-4 éditions par semaine. 4 Mmh. éditions par Ah semaine. oui. Ah ouais, ouais, Ah oui, ouais. donc c'était assez Et intense. c'était du 7-8 minutes avec des sujets, avec des duplex, avec des commentaires. Et en fait, finalement, avec le recul, parce que Ouais. je faisais Contifdal, Oui. mais après, j'ai créé un petit concept sur Instagram qui s'appelait Confinement Vôtre, Oui. où je recevais 4 personnes, une personnalité publique et 3 jeunes Oui. qui se mobilisaient pendant le confinement. Et ça, je faisais ça, je crois, au début quotidiennement. Et après, j'ai fait ça de manière un peu plus espacée. Confinement Vôtre.
Et j'ai commencé pendant cette période-là l'écriture d'un bouquin, d'ailleurs, que je dois terminer. Donc il fallait remplir ces journées, et on passait notre temps enfermés chez nous. Et donc, Conti Fadal a bien carburé. On a eu des centaines de milliers de vues. Il y a des gens qui voulaient sponsoriser. Enfin, ça a pris une ampleur, ça m'a complètement dépassé. Mais le fait d'avoir comme ça un peu secoué, je me suis dit, Mais quand même, oui. on fait quelque chose. J'espérais quand même que la chaîne m'appelle Mmh. pour, pour n'importe quoi. Il m'aurait envoyé, il m'aurait envoyé en Chine, je serais parti en Chine. Je te Mmh. jure, il n'y a pas de problème. Mais, euh, mais malheureusement, ils m'ont pas appelé. Bon, après, Et puis il les s'est passé ce frontières en qui s'est Chine passé. étaient restées Oui, fermées. tout était fermé. Mais on Ils aurait auraient pas trouvé. voulu Non, c'est nous pas grave, non. accueillir. On aurait trouvé un moyen. On C'est aurait pas grave. voilà, c'est On le aurait trouvé côté un je moyen. lâche rien Ah, du début. ce qui m'avait touché et qu'on relayait dans Conti Fda, même si on était sur le continent africain, mais c'était des Africains qui étaient concernés, c'était que les Africains étaient devenus des cibles. Ouais. Comme étant les porteurs de la maladie. C'était une Mmh. époque assez difficile. Ouais. Et donc, c'est pour ça que je disais la Chine. Mmh. Mais finalement, puis on est retourné à la rédac et après, Info Soir Week-end est arrivé. Tu nous as parlé de tes 2 livres que tu vas donc, enfin du dans L'œil du lion que tu vas actualiser bientôt. Je sais que tu as plein d'autres projets d'écriture en Oui, fait, il y en a plein qui sont en ça, c'est la cours. bonne résolution Il y a que c'est de 2024-2025. Parle-nous un petit peu de ça et des autres, sujets qui te passionnent, les autres livres que tu Alors, as. il y en a deux là qui vont arriver incessamment sous peu. Il y en a un d'abord qui me tient particulièrement à cœur, qui va arriver dans un deuxième temps parce que j'attends les prochains discours de Sa Majesté, qui s'appelle Les notions d'une nation. Mmh. C'est un travail que j'avais entamé justement juste avant le Covid, et puis qui s'est arrêté sec, et que je reprends là, où je me suis plongé dans les discours de Sa Majesté le Roi depuis 99 jusqu'à nos jours. Et d'abord, c'était par curiosité, parce que Mmh. ce sont des discours, moi, que je traite dans les news, qu'on commente, et puis ensuite, on passe à autre chose. Et je me disais, mince, mais c'est quand même ces discours, c'est des mines d'informations, on les exploite pas assez tout au long de l'année. Et donc, je me replonge dedans pour me dire, bon, comment est-ce qu'on peut mettre ça en valeur? Mmh. En lisant d'abord pour ceux de 99 à 2006, après ceux de 2006 jusqu'à aujourd'hui, je les ai tous lus nécessairement. Mais en lisant et relisant ces discours, je découvre dans ces discours, enfin je me rends compte qu'il y a pas mal de notions qui caractérisent notre royaume et dont le souverain donne la définition. Mmh. Donc il y a un vrai travail didactique, pédagogique, qui est fait dans la démarche qui est celle de Sa Majesté le Roi. Et je me suis dit, bah tiens, de mon modeste niveau, en tant que journaliste, en tant qu'étudiant, enfin ancien étudiant en droit, euh, je, je- je repense à cette démarche de codification que j'ai bouffé par les deux bouts quand j'étais droit public. Et je me dis, ben, je vais essayer de faire ce travail-là, Mmh. c'est-à-dire de ressortir ces notions avec la définition qu'en donne le souverain, de les classer par ordre alphabétique. Et là où il y a une certaine magie qui s'est opérée, c'est que ces notions-là reviennent de Mmh. manière épisodique au fil du temps. Mmh. Ce qui fait que, en plus, on n'a pas une définition figée, on a une définition qui est évolutive dans le temps. Parce que la problématique, par exemple, pour prendre une problématique à laquelle on est confronté aujourd'hui de l'eau, le souverain l'a évoqué et a senti les challenges auxquels on allait être exposé. Et puis au fil du temps, plus les challenges devenaient persistants, plus la réalité du royaume vis-à-vis de cette problématique-là évoluait. Très intéressant. Et ça donne vraiment une vision, sans prétention. Moi, je fais Oui. rien, je fais juste que sortir ce qu'il y a dans le discours. Je veux dire, je fais ce petit effort-là, mais tout le mérite en vient à Sa Majesté le Roi. C'est-à-dire que on arrive, à travers ces discours-là, à avoir une vraie perspective sur les principes du royaume, sur ses enjeux, et surtout, au fil du temps, sur l'évolution de ces enjeux-là. Oui. Il y a une espèce de mosaïque qui se Oui. crée, et c'est hyper instructif. Moi, j'adorerais, je pense que ce n'est pas le cas, part si Mmh. je me trompe, mais ce serait génial que d'enseigner
les discours de Sa Majesté, Mais oui, dès le collège, quoi. Les enfants sont en mesure de comprendre. En plus, à côté des cours d'histoire, absolument. parce que c'est sur le plan, parlons même pas sur le plan de la syntaxe, de la Mmh. grammaire, des sens, des références historiques, de la construction aussi, de la logique, de la cohérence, etc. Il y a énormément, enfin, c'est vraiment une mine d'or. Donc, je vais affiner ce Donc ça, c'est un travail travail-là. que tu avais commencé et J'avais que tu commencé, vas ouais, que je poursuivre sur finalisais. une Ouais, ouais, période je plus l'ai, je l'ai longue? poursuivi. Ouais, je l'ai poursuivi au fil de ces années-là. Je vais le mettre à jour et le finaliser, faire une bonne relecture et ensuite l'imprimer. Et puis il y a un travail qui est de plus court terme qui est relatif, lui, à des éléments qui me tiennent particulièrement à cœur, qui est celui des soft skills. Oui. Où je me suis rendu compte en côtoyant les étudiants, les élèves, qu'il y avait une grosse demande là-dessus. Et donc, ce que je fais, c'est que là, pareil, je rassemble une cinquantaine de soft skills qui me paraissent primordiales, euh, de ces compétences-là. Et j'en donne une définition, je donne des éléments pour améliorer la maîtrise de ces soft skills. Et surtout, la valeur ajoutée, elle est sur le récit que je fais de la manière dont moi, en tant que présentateur du JT, en tant que journaliste, j'utilise ces soft skills dans le cadre de mon métier. Donc je donne vraiment une immersion et un cas pratique, et que ce soit pour, par exemple, l'agilité, la force de proposition, l'esprit d'équipe, la capacité à faire face à l'imprévu, ce genre de choses-là. Ouais, ouais, ce sont des aspects qui sont très importants parce et puis qui sont très demandés. Comme tu le dis, c'est exceptionnel le nombre de Marocains qui excellent dans les plus grandes écoles, les plus Absolument. grandes universités internationales. Et souvent, ce qui revient même de ces personnes-là, c'est le besoin de développer un peu le côté soft skills, parce qu'il n'y a pas que les mathématiques, la physique, la chimie, mais aussi ces aspects-là qui sont mais absolument cruciaux pour Mhm. pouvoir s'en sortir dans le monde dans lequel nous vivons. Absolument. Il y a un autre sujet que je voulais aborder avec toi, Wadia. On est à l'ère du digital, de l'intelligence artificielle et on n'a pas encore, je pense, vu toute l'étendue et l'impact que cela va avoir sur nos métiers. Comment tu vois l'impact de cela sur ton métier, sur le monde des médias? Et est-ce que tu as des projets associés à ça, en fait? Écoute, l'intelligence artificielle, c'est une réalité avec laquelle il faut composer. Les gens en parlent au futur, mais c'est un présent qui est latent. Et l'impact de l'intelligence artificielle, il est dans notre vie de tous les jours. ChatGPT, tout le monde connaît. Enfin, c'est absolument hallucinant ce que ça permettait de faire à fin 2022 et aujourd'hui encore plus. L'assistant ChatGPT est juste phénoménal, et tous les autres logiciels qui font appel à l'intelligence artificielle sont des outils absolument incroyables. Euh, Quand on est face à des changements comme l'intelligence artificielle, il y a deux manières de faire. Il y a les gens qui vont vous dire non, non, mais attention, c'est dangereux, il faut surtout pas s'approcher, etc. Et ils vont être emportés par la vague. C'est-à-dire, c'est des gens dont on n'entendra pas plus parler parce que de toute façon, ils seront plus là pour nous dire attention parce qu'ils auront été complètement dépassés. Mm. Et l'autre manière, bah, c'est de composer avec, c'est de surfer sur la vague. Et on n'a pas le choix de toute façon. Et surtout en tant que journaliste, en tant que professionnel de l'univers des médias, on voit tout de suite, il y a beaucoup de métiers qui vont être impactés, mais les nôtres encore plus. Pourquoi? Parce qu'il y a non seulement la dimension qualitative sur le plan de la pratique du métier, mais il y a aussi des enjeux et des dangers auxquels on est exposé. Ce qui fait la pertinence de notre métier, c'est notre capacité à délivrer de l'information vérifiée et vérifiable. Oui. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il y a des vidéos récemment que j'ai vues, c'était hallucinant. Quand vous voyez Donald Trump avec un flingue dans la main, dans un supermarché, Mais oui, et en train de j'ai vu tenir ça. en otage, tu as vu la Oui, vidéo? oui, oui. En train de tenir en otage des clients, et puis ensuite de se faire arrêter par la police et de se faire mettre dans la voiture de flic. Là, tu te dis, attends, 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 attends. Les Alors, il y avait eu des deepfakes. photos Ouais. qui avaient déjà fait grand bruit, à tel point que c'est des photos d'ailleurs, on voyait Donald Trump en train de se faire interpeller, et les gens ont pris ça pour argent comptant. Aux États-Unis, il y a eu des Mm. manifs qui, Mm. qui ont été enclenchés sur la base de photos uniquement, Mm. qui a été générée par l'intelligence artificielle. Et donc nous, en tant que journalistes, la question des deepfakes, elle est incroyable, elle est Ouais. cruciale. Ouais. Elle est cruciale. Comment on va faire pour pouvoir garantir, et il y a eu des cas, il y a eu des couacs, hein, Mhm. déjà, et c'est normal parce Mm. que c'est tellement réaliste, Oui.
qu'il faut avoir un minimum de bagage technologique pour pouvoir savoir que c'est effectivement fait à travers de l'intelligence artificielle ou c'est de l'image réelle. Donc nous, en tant que journalistes, qui sommes les garants d'une certaine vérité par rapport aux événements qui se passent à travers le monde, comment on fait pour d'abord ne pas se faire piéger, et puis surtout pour dire à nos téléspectateurs et à notre auditoire, à notre public, que non, non, ce qu'on vous présente, là, c'est vraiment la réalité des choses. Sur le plan des voix, sur le plan de l'image, sur le plan de la vidéo, sur le plan de l'information, etc., etc. Et donc, c'est un élément qui est crucial pour l'ensemble de la population. C'est-à-dire Mhm. qu'aujourd'hui, normalement, dans le système éducatif marocain, Mm. la dimension informatique et technologique, elle doit être centrale dès la première année du collège, si ce Absolument. n'est pas avant. Ouais. Or, malheureusement, ce n'est pas le cas. Mm. Normalement, dans tous les médias à travers le monde, et notamment au Maroc, il devrait y avoir des cellules dédiées à tout ce qui est fact-checking vis-à-vis des potentialités offertes ou ouvertes par l'intelligence artificielle. Normalement, dans tous les médias, à commencer par le Maroc, il devrait y avoir une cellule dédiée à la manière dont l'intelligence artificielle, parce que certes c'est un danger, c'est un péril, mais c'est aussi un atout et un avantage. Clairement. Donc il faut en tirer les bénéfices. La manière dont l'intelligence artificielle peut nous faciliter la tâche, sur le plan des sous-titrages, sur le plan de l'accessibilité aux sourds et aux malentendants de nos contenus, etc. La etc., etc. traduction aussi, c'est Bien hallucinant sûr, aussi de voir toutes bien, les bien, langues qu'on peut c'est te systématique, traiter comme c'est si systématique. tu étais multilingue dans toute... Et Ouais. donc aujourd'hui, on n'a pas le choix. Alors moi, je m'y intéresse par la force, parce que je suis d'un naturel curieux. En tant que journaliste, c'est quand même une qualité, et loin d'être un défaut que d'être curieux. Et à ma modeste mesure, j'y consacre des chroniques hebdomadaires qui seront à terme rassemblées dans un recueil où je traite chaque semaine d'une actualité en lien avec l'intelligence artificielle, en général sur le plan médiatique. Donc ça soulève toutes les questions de l'accès aux données, ça soulève toutes les questions liées aux droits d'auteur, les questions aussi financières, sur le plan de tout ce qui est comment dire, fusion de médias, tout ce qui est rapport entre les groupes médiatiques et les mastodontes technologiques, etc., etc. Non, c'est un sujet tout à fait passionnant. Effectivement, comme tu le dis, et il faut absolument équiper aussi nos jeunes, nos enfants, la future génération. Les métiers du futur ne ressembleront en rien aux métiers actuels. Et donc, plus on s'y attellera tôt, et mieux on se portera tous. Ouadji, avant de conclure l'épisode, il y a un sujet qui me tenait vraiment à cœur d'aborder avec toi. Et c'est le sujet du deuil. Mhm. Euh, je trouve qu'il y a des sujets que nous n'abordons pas suffisamment dans nos sociétés, alors que ça aiderait énormément de gens, parce que finalement, on partage tous cette expérience humaine qu'est la vie, on est tous concernés. Euh, j'ai partagé mon expérience personnelle dans l'épisode 43, suite au décès de mon père, Allah yarhamou. Ouais, moi, c'est allé. Amin. Et j'ai été très touchée en lisant ton livre de voir que les toutes premières pages donc, sont dédiées à ton frère Jamal Allah yarhamou, parti emporté par la maladie à l'âge de 23 ans, et ton père, El Hajj Mohamed Allah yarhamou, parti très jeune aussi à l'âge de 55 ans. Quel est, parle-nous de tes deux expériences, de ces deuils-là, et comment, surtout comment ça va aujourd'hui déjà. Bah écoute, comme tout le monde, hein, et malheureusement, ceux qui nous regardent et toi en particulier en savaient quelque chose. Ça fait partie de la vie, tu le dis très, très justement. Euh, on s'y attend pas quand on est le grand frère de perdre son petit frère, c'est quelque chose de doublement dramatique. Parce que d'abord, c'est pas dans l'ordre naturel des choses. Et je vais te raconter quelque chose que j'ai jamais raconté en public. Euh, et là aussi, avec le recul, on se rend compte de certaines choses qui surviennent dans la vie. Quand j'étais gamin, moi-même, je ne le savais pas à l'époque, hein, mais je m'amusais, avec beaucoup de guillemets, à me déplacer sur une seule jambe. Ça m'est venu comme ça, une espèce de, pas de délire, mais une espèce de lubie comme ça. Je me disais, tiens, ça donnerait quoi si je me déplaçais sur une seule jambe? Et je me levais le matin et je sortais de ma chambre et j'y allais à cloche-pied. Et puis je passais à la salle de bain, je faisais ma toilette sur une seule jambe et je voyais que j'arrivais
pas très bien à tenir l'équilibre et je me déplaçais. Ça a duré quelques temps, pas très longtemps, mais je me souviens très bien parce que moi-même je me disais: «Mais pourquoi tu fais ça?» Après je me dis: «Bon, c'est marrant quoi, se déplacer sur une seule jambe» et en fait, ce déséquilibre, que j'ai éprouvé en me déplaçant sur une seule jambe, c'est ce déséquilibre dans la vie que j'ai vécu avec la perte de mon frère. Mmh. Parce qu'on était très proches, on reste très proches parce qu'il y a pas une journée qui passe où je parle pas de lui et quand il est parti, c'était très dur parce que c'était un moment, moi j'avais 25 ans, lui il en avait 23. C'était un moment où on commençait à avoir cette complicité qui est au-delà du lien fraternel. Tu vois? C'est-à-dire que on était frères, on est frères et potes, et puis il y a un degré au-dessus. Et c'est con parce qu'on avait certainement beaucoup de belles choses à vivre ensemble, parce que je lui ai dit au revoir, physiquement quand je partais avec mes sœurs. Quand je partais, pour le Maroc, on s'est retrouvés tous les 4. Heu, pour moi, c'était des au revoir, mais en fait, c'était des adieux Mmh. et c'était con parce que à l'époque, il y avait, Caramel et comment s'appelait l'autre logiciel qu'on utilisait pour discuter, MSN, non? Non? ouais, MSN, Ouais? exactement, merci. Tu as une bonne mémoire. Oui. Les jeunes d'aujourd'hui connaissent pas ça. Non, non. Voilà, donc MSN et j'avais discuté avec lui par webcam interposée, parce qu'on Mmh. avait internet à la maison à l'époque et cetera. Et il se foutait de moi parce moi j'avais une petite collection je suis fan de voitures, notamment de Porsche, et il prenait mes Porsche et il me les montrait par caméra interposée, me disant que maintenant que j'étais parti, il allait tout foutre en l'air. Mmh. Et voilà, donc on en est resté là. Et donc je vais à 2M, et puis c'est le 1er mai, c'est férié, il n'y a personne, et je repars, et puis on m'annonce que mon frère vient de décéder. Et là, c'est le ciel qui te tombe sur la tête, tu vois, ça fait un bon nombre d'années, 2006-2024, ça fait 18 ans, Mmh. plus de 18 ans, et c'est comme si c'était hier, et tu vis avec au quotidien, et il y a un manque qui est latent, Mmh. mais en même temps, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, euh, moi, dans la foulée, ce qui m'a sauvé la vie, Mmh. et d'ailleurs pas qu'une fois, tu vois, j'ai échappé à la mort de manière virtuelle ou réelle, à de nombreuses reprises grâce au travail. Mmh. Et le boulot m'a sauvé la vie. Mmh. C'est C'était pour ton ça que refuge. ouais, ouais, Mmh. j'ai Mmh. 2M en particulier, parce que il se trouve que j'étais à 2M. Mmh. J'étais entouré par des gens absolument formidables, Mmh. vraiment formidables. Je leur en suis, ils savent, ils se reconnaîtront à travers ton podcast. Et je passais mes journées, mais littéralement mes journées à 2M. D'abord, j'étais dans un environnement que j'avais rêvé d'intégrer. Et en plus de ça, ça tombait avec ce contexte-là. Et en fait, j'arrivais à 9 heures à la chaîne et j'en partais à 21 h, 21 h 30. Mmh. Et je sortais en reportage le matin et l'après-midi, je faisais machin, tout ce qu'il y avait. Moi, j'étais prêt à apporter le café. Moi, mais s'il y avait un truc à faire, je le fais. Je suis là, les gars, dites-moi, il n'y a pas de problème. C'est Mmh. pour ça, pour revenir à petite parenthèse, quand on m'envoie chez moi pendant le Covid et on dit, tiens, les gars, mince quoi, c'est pas cool. Donc, C'est le supplice pour toi, c'est le ah pire qu'on ouais, puisse non, te mais je te faire. jure, ça a Ouais. été un traumatisme. C'est pour ça Ouais. que je veux le raconter, parce que d'abord pour l'évacuer, parce que je Ouais. le garde encore en moi, et quand j'y pense, j'ai la chair de poule, quoi. Mmh. Mais c'est l'enfer. Heureusement, je suis un grand solitaire, Mmh. donc ça me dérangeait pas. Et heureusement, j'ai pu m'occuper, Mmh. tu vois. Mais Oui. Alena. Oui. Non Et mais ouais. donc voilà, je travaille comme un taré, Mmh. et ça me permet d'apaiser le truc. C'est-à-dire que quand je sortais de la chaîne, je prenais la navette. Et l'avantage qu'il y avait, c'est que la navette, avant de me déposer là où j'habitais, elle faisait tout le tour de Casa. Donc je faisais Mmh. Casa by night. Mmh. Parfois, je repasse par certaines rues par lesquelles je passais quand j'étais dans la navette. Ça me replonge dans cette atmosphère. Et donc j'arrivais là où j'habitais et j'étais mais littéralement exténué. C'est-à-dire je tombais comme une masse. Et il fallait se lever le lendemain matin à 8 heures. Et j'étais levé à 8 heures et c'était rebelote. Et 7 sur 7. 7 sur 7. Et ça m'a sauvé, quoi. Mmh. Ça m'a sauvé. Alors 2 ans plus tard,
Là où tu commences un peu à te relever, et d'ailleurs c'est fou parce que c'est à peu près, j'étais dans la même type de relation avec mon père, c'est-à-dire qu'on passait du statut, comme j'avais pris 2 ans de plus, 27 ans, Mhm. papa en avait 55, on avait surmonté ensemble, parce que là, bien sûr, il y a le boulot, mais il y a la famille qui est là, il y a un soutien solide, quoi, ça c'est aussi très important, et la foi dont on parlait Bien tout à sûr. l'heure. Et donc au moment où je vais avoir cette relation un peu d'ami avec mon père, bah, il a la mauvaise idée de foutre le camp. Et là, pareil, quoi. Alors, tu viens de le vivre il y a 2 ans, t'es dans... C'était inattendu? Ou C'était, ouais, il était tombé malade quelques mois auparavant. ok. D'ailleurs, autour du mois, je crois, d'avril ou de mai 2008. Et il s'en est allé en septembre. On avait eu l'espoir qu'il se remette, et puis finalement, il a rechuté, malheureusement. Mhm. Il m'aura au moins vu présenter le journal. Ça, Oui, c'est ma grande bah oui, satisfaction. bien Mon sûr. frère, malheureusement pas. Mm. Mais, euh, Ou mais voilà. de là où il est. En tout cas, c'est Oui, ma ça propre certainement pas. Ouais, ouais. Et ça, certainement. Je veux dire, conviction. Je pense pas que, en réel, mais ouais, de là-haut, ça c'est clair et net. ouais, Et alors, pour répondre à ta question, comment on fait? Bah, écoute, on fait comme on peut, hein. ouais, Je veux dire, s'il y avait une recette miracle, ouais. on l'aurait tous appliquée. Chacun fait comme il peut. Moi, le boulot, pareil, m'a sauvé. Après les obstacles de mon père, je me suis replongé dans le travail, et c'est là où j'ai passé, ouais, 5-6 ans, mais vraiment à fond, la tête dedans, ce qui n'est pas forcément ce qu'il faut faire. Mm. Mais on s'attache à ce qu'on peut, et puis le souvenir est toujours présent. Je veux dire, il n'y a pas une journée, mais littéralement, il n'y a pas une journée où je parle pas de mon père ou de mon frère. Et ce que j'aime beaucoup, manière de parler, c'est que mes fils parlent d'eux, Mm. alors qu'ils ne les ont jamais connus. Alors il y a une raison, c'est parce qu'on leur parle d'eux aussi beaucoup. Et puis il y a une autre raison, c'est que Ryan, qui est l'aîné et qui est né 1 an après la mort de mon père, pile, porte le prénom de mon papa, Mohamed. Mm. Bref, bon, oui, c'est Et magnifique. Yanis, qui est mon cadet et qui ressemble un truc de fou à mon frère, mais Ah c'est de la oui, folie furieuse. Je te incroyable, jure, c'est hallucinant. Il fait des gestes, mais on dirait une réincarnation, quoi. incroyable. C'est dingue, c'est dingue. Mm. Et donc, il porte le prénom il en est très fier d'ailleurs, de son tonton Jamel. Et pour parler de Yanis, qui vit comme ça de manière, sans vraiment comprendre ce qui se passe, même si maintenant il commence à être un peu grand, il vient d'avoir 9 ans. Il sait que j'ai perdu mon papa, et lui il se projette aussi parce que je suis son papa et puis son frère, etc. Donc dans sa petite tête Mm. d'ange, ça lui tourne. Et récemment, c'est son anniversaire, et comme la famille était un peu en voyage, on s'est retrouvés lui et moi à Casa, donc je l'ai emmené dîner. Mm. Et je dis, allez, hop, c'est ta soirée, mon pote, on va faire ça entre mecs, et on y va, on va se faire une bouffe, où est-ce que tu veux aller? Il dit, ah, papa, ça va. Je dis, ouais, où est-ce que tu veux aller? Il m'a dit, eh ben, je veux aller à tel endroit. Je dis, ok, je t'emmène, tu choisis ce que tu veux, vas-y, etc. Et donc, on est là, il est en train de dîner, et il me regarde, et il me dit, parce que forcément, ces choses-là lui trottent dans la tête, Mhm. il me dit, tu sais, papa, euh, je veux que tu vives jusqu'à 160 ans. Et je lui dis, mais Yanis, c'est beaucoup 160. Mais non, 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 non. Jusqu'à 160 ans, comme ça, moi, je pourrais profiter de toi. Mm. Je lui dis, mais tu sais, il n'y a personne qui vit jusqu'à 160 ans. Yanis, il me dit, je m'en fiche. Mm. Je veux que tu vives jusqu'à 160 ans. Je lui dis, bah écoute, écoute, je vais faire de mon mieux. Je te garantis pas, mais je vais essayer. Bah oui, à cet Et donc, j'ai âge-là, trouvé ça très, c'est très très touchant. mignon. En plus, Ouais. c'était pour fêter son anniversaire, et lui, du haut de ses 9 ans. Et je dois certainement, de la même manière que mon père me paraissait absolument gigantesque et, Mm. et très, très grand quand j'avais son âge. Il doit avoir ce regard-là, et plus le fait que, voilà, le fait d'avoir perdu mon père et d'avoir perdu mon frère, lui, ça doit le faire cogiter. Mais je trouvais ça très,
Très C'est sympa. très, très, très touchant. On leur fait d'ailleurs un coucou à tous les deux, si jamais un jour Oh, ils vont regarder, certainement. ils regardent cet épisode. Euh, c'est très certainement l'une des expériences, je trouve, les plus compliquées que nous ayons à vivre, la séparation avec les êtres chers. Moi, quelque chose qui m'aide beaucoup et que j'essaye d'expliquer à mes enfants aussi, c'est en fait, c'est limite, ça me rappelle ce théorème en physique de rien ne se perd, rien ne se Ouais, crée, ouais, tout se ouais, tout se transforme. transforme, absolument. Et donc cette Je suis d'accord avec toi. énergie qui était simplement, dont on connaissait la forme corporelle, elle est toujours là. Oui, je te suis là-dessus. Seulement, elle n'a plus cette forme-là. Ouais. Donc, et ça rejoint ce que tu disais, c'est que cette connexion est toujours présente. Et Mm. je pense, et moi pareil, bon là c'est beaucoup plus récent, ça fait que 4 mois qu'il est parti dans l'autre monde, mais il n'y a pas un seul jour où je ne ressens pas sa Oui, oui, c'est présence. normal. Et je pense effectivement que cette énergie-là, elle est toujours présente, juste autrement. On n'a peut-être pas, on ne sait pas encore l'intégrer, mais en tout cas, j'y crois profondément. Tu sais, ceux qui laissent des valeurs, des enseignements, c'est pour ça aussi que j'écris. Je vais te faire une petite parenthèse qui est en Ouais. lien avec la disparition de mon père. Euh, Quand mon père est décédé, on a eu un gros micmac, je ne vais pas rentrer dans les détails, histoires de famille, etc., mais juste pour donner un Mm. aperçu. On a eu un énorme micmac au niveau de l'héritage. Mm. Un truc. Alors ça a été, tu vois, autant j'ai pu encaisser la douleur de l'expiration de mon père, mais ce truc-là, ça a été une souffrance terrible. Parce qu'en plus, ça se passait à Meknès, il fallait que j'y aille, j'étais le représentant de la famille. Moi, je me voyais là, j'avais rien à faire là. Mais j'étais par la force des choses, parce que j'étais représentant de mon père, sur ses biens. En plus, mon père est décédé avant son propre père. Ouais. Donc, les règles de Mm. succession, oui, je te passe les détails. Et, euh, et donc, quand j'ai vu ce bourbier dans lequel m'avait fourré, pas mon père, m'avait fourré mon grand-père, paix à son âme, et mes oncles, Ouais. je me suis dit, moi, ce que je vais laisser à mes fils, Mm. ce sont des livres. Parce que au moins, je suis sûr qu'il n'y a personne qui va se battre pour machin, tu sais quoi, pseudo, monde, machin, etc. Donc, il n'y aura pas d'addict. Pour rebondir sur ce que tu disais, quand tu laisses des valeurs, quand tu Ouais. laisses des principes, finalement, tu continues à vivre à travers ça. Absolument. Moi, mon père m'a laissé tellement de leçons de vie, d'ailleurs, je suis en train de les noter à chaque fois que j'y pense. J'en ferai certainement un recueil, ou je sais pas encore quelle forme ça va faire, c'est pas partie des projets d'écriture que j'ai. Mais il est là parce que quand je fais un choix, je me dis, attends, qu'est-ce qu'il aurait dit? Ouais. Comment il aurait, etc. Comment il aurait réagi? Ou quand la première fois j'ai mis le pied dans l'appartement que j'ai eu la chance d'acquérir, la première pensée, elle a été pour lui. Il aurait été là, il aurait été subjugué par la vue. Mm. Parce qu'en Mm. plus, il est du métier, il sait ce que c'est, etc. Il aurait été là, il m'aurait enlevé beaucoup de tracas au niveau de tous les travaux qu'il y avait à faire, Oui, etc., etc. Mais bon, voilà, ouais. c'est comme ça. Non, mais Continuer à c'est le vivre à plus travers beau, ça. les plus beaux des cadeaux qu'on puisse laisser. Ça me parle énormément ce que tu dis, Wadia, parce que moi, c'est exactement pareil. Que ce soit mon grand-père ou mon père, on a toujours entendu ça dans la famille. On ne vous laissera pas des fortunes, on vous laissera vos études et vos valeurs. Ah, Comme purée. ça, c'est C'est clair. la meilleure des choses, je te Comme ça, c'est garantis. clair. Et Ou tu ouais. règles ça avant, tu Ou tu vois. règles ça avant. Au moins, Bien c'est sûr, au moins tranquille. c'est transparent. Super. Bah écoute, Wadia, j'ai absolument pas senti le temps passer. Il y a tellement d'autres sujets que je pourrais aborder avec toi. Ben, on fera un autre podcast. On fera peut-être un autre Ben oui, avec épisode avec plaisir. grand, grand plaisir, absolument. Alors, j'ai pour habitude de finir chaque épisode avec 3 petites questions pour finir sur une note un peu plus légère, un peu plus inspirante aussi. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné? C'était c'est pas tout à fait un conseil, mais c'est ça. Ouais. Grosso modo, conseil de tiens-toi à carreau, Hmm. fais les choses bien. Et c'est mon père, Allah Allah yarhamou, yarhamou. c'était quelqu'un de très cool, très sympathique. C'était maman qui était chargée de l'éducation, tu vois. Donc c'est elle qui se tapait le sale boulot. Lui, il était en back-office, l'arsem idéolo, l'arsem fallo, et elle appliquait sans nous dire que c'est mon père qui avait dit ceci ou dit cela. Mais les seules fois, notamment quand
quand j'ai quitté la maison pour étudier à Avignon et ensuite pour venir au Maroc. Il était adorable. Et la seule fois où il m'a dit mec, fais gaffe, il faisait ça. Il disait ودني منك. Haoudni minnek. Et ça, je peux te garantir que tu as intérêt. Hmm. Il m'a jamais frappé, il m'a jamais levé la main sur ni moi, ni mon frère, ni mes sœurs. Jamais, il a jamais haussé le ton. Et mon père, je me souviens pas de lui criant ou autre. Mais Hadik Haoudni minnek, t'as intérêt à filer droit, mec. C'est clair, Ah ouais. c'est clair. Quel est le pire conseil qu'on t'ait jamais donné? Ah, le pire conseil qu'on t'ait jamais donné, c'est pas la peine. Ouais, Ça sert à rien. ouais. Et c'est un truc de fou. بلاش عليك. Hashtag. Tu vois? Quand la pire fois où on m'a dit ça, c'est quand j'ai annoncé que j'allais commencer à écrire. Hmm. C'est un truc de dingue. Il m'a dit, ah, là, je reste que c'est mal même qui قراوش. Je dis, mais vous êtes tombés sur la tête, les mecs, ou quoi? C'est quoi ce Ouais, truc? C'est quoi ce délire? ouais. On sort imaginer si c'était vrai, ça fait un carton de malade. Même moi, je sais que c'est la baraka d'Yal Walida. Ouais. Un carton de malade, un truc de fou. On est en rupture, machin, c'est de la folie furieuse. Je lui ai dit, les gars, pourquoi vous dites Mais oui, Ils veulent écrire. Quelqu'un te dit, il va écrire. Allah yasahel, même si t'es pas convaincu, arrêtez-toi. Tu sais, moi, c'est je leur ça. dis, les gens, avec moi, j'appelle ça comment tu vas les appeler? Je sais pas, les fauteurs de troubles, les rabat-joie, tout ce que Ouah, tu tout veux, ce que tu peux tu mettre veux, il y a dedans. même pas de, il y a même pas de Et si terme. tu as pas quelque chose Mais de positif arrêtez-toi. à dire, tais-toi. Arrêtez-toi. Ça va. Avec. Hein. Tu vois arriver un jeune. Moi, je parle pas de moi. Alhamdoulilah, moi, Hmm. j'ai. اللي عطا الله عطاه دابا الحمد لله فهمتيني الحمد لله j'ai réalisé mon rêve tout va bien mais t'as un jeune qui a des étoiles plein les yeux qui ouais. au moins قول لي غير الله يسهل C'est ça. الله يعاونك Hmm. الله يدير لك اللي فيها الخير ولا اسكت C'est ça. زعما اضعف الايمان Ouais, mais quand même quoi tout à fait d'accord. Tout à fait ah je d'accord. les appelle voilà je trouvais le terme je Ouais. les appelle des criminels Ah oui, bah, c'est encore plus fort, oui, ah ouais, ouais, clairement. ça mais vraiment parce que pour moi c'est criminel tu sais j'en ai vu hein Ouais. dans notre métier malheureusement t'as des gens qui j'imagine parce que moi je me vois à la place de ces gens-là les jeunes qui arrivaient. J'étais pareil. J'imagine, moi je rentre à 2e dans le contexte que tu connais. Ouais. J'ai des étoiles plein les yeux, je mets les pieds dans une chaîne de télévision. Et Dieu merci, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai été entouré que de gens qui m'ont encouragé. Quelques trucs, mais rien de. Mais hadak no, le gars il arrive, surtout quand c'est une demoiselle qui est dans un environnement un peu compliqué, ou على الله منين جايه Hmm. والوضعيه ديال العائله Hmm. وباش تخرج بعدا من الدار, etc. Donc tu prends tout ça en considération, parce que moi je viens de Bali, je connais ces Hmm. réalités, quoi, tu vois. Hmm. Et tu viens et tu lui dis, ouais, شتاك لاش عليك لاش عليك لا c'est criminel, parce que tu es en train de, tu vois, c'est comme quelque chose d'hyper fragile. Ouais, Tu sais que ça va devenir solide, tu l'as entre les mains, tu vois, tu peux juste le poser dans un coin où ça va se développer tranquille. Tu vois, tu viens, tu fais ça. clairement. Mince quoi. C'est criminel, je te rejoins. Et en même temps, les gens ne peuvent parler que de leur propre niveau de Je suis conscience. Et il y d'accord a avec quelque toi, je chose de l'explique. Mais des triste fois c'est là-dedans. volontaire. Des fois, c'est volontaire. Là, Mais les fois où c'est pas volontaire, c'est parce que les gens ils se mettent à ta place. Moi, je disais, je vais être présentateur de JT. Tu imagines à 10 ans, je Oui, dis je vais être présentateur de JT. ouais, J'avais dans la famille des oncles, des machins, des trucs, etc. Ouah, qui ira te dire lire. ouais, Heureusement, derrière, il y avait les parents qui te disent, si, vas-y, ouais, qra, ouais, yallah, sir. Et toi, ouais. tu te dis, putain, peut-être ça va être possible. Tu avais des profs de français extraordinaires. Je veux être journaliste, c'est bien. Tu as une plume, tu écris, vas-y, lis ça, machin, ils t'apportent des bouquins. Si tu fais pas cet effort-là, au moins tais-toi. C'est clair. Moi, je le dis, je profite de ton podcast. Mais Allah oui. yajazikum bikhair. Si vous n'avez pas de conseils positifs à donner à un jeune qui a des rêves plein la tête, s'il vous plaît, juste taisez-vous. Absolument. Merci. Absolument. Merci. Franchement, j'ai envie d'applaudir ça parce que tellement ça me parle, Ouedia, tu peux pas savoir. Et souvent, ce sont des mots qui nous marquent à vie. Mais bien Mais sûr, à vie, on est des... là encore, j'ai envie de te partager cette anecdote où je me souviens très bien, mais jusqu'à ce jour, mais en même temps, ça m'a porté. Mais je me souviens d'une personne dont je tairai le nom, qui, à mes 18 ans, et c'était pas très courant dans notre famille à l'époque. Mes parents acceptaient de m'envoyer en France pour faire mes études.
Et quelqu'un qui dit à mon père: «Tu es en train de faire la Mmh. pire erreur de ta Ah vie». purée, Tu tu pas, la hein? pire erreur de ta Ah! vie? Et Heureusement que j'ai les tellement de gratitude d'avoir des parents qui ont eu l'ouverture d'esprit parce que ça m'a juste ouvert l'esprit tu sur le rigoles ou quoi? monde et construit qui je suis aujourd'hui, en ayant cette volonté profonde de revenir à mon pays, je suis là. Mais la pire erreur de ta vie, tu imagines? Et voilà, et c'est des mots qui te marquent, donc le pouvoir des mots, moi, c'est Je quelque chose qui connais me ça. Je fascine. connais ça. Ça me fascine. Dernière question, on va arrêter sur ça. Si, tu avais le pouvoir de, fixer, un principe, une loi, que tout le monde, mais absolument tout le monde devait appliquer, quelle serait-elle? Ça va être très prétentieux ce que je vais dire, Non, mais vas-y. mais je l'assume. C'est, cette formule S égale RP puissance 3. Le succès, c'est du rêve, de la passion, de la persévérance et de la projection. Et le P puissance 3, je te donne encore une autre lecture, c'est la prise de parole en public. Magnifique. Bah, sur ces belles paroles, Wadia, je te remercie infiniment. J'ai absolument pas senti le temps passer. Merci beaucoup pour, C'était un plaisir. ton partage, ton authenticité, ton ouverture. Merci beaucoup Manal et à très bientôt. À très bientôt. Merci, Wadia. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir investi votre temps avec nous. Je vous mets les liens vers nos pages LinkedIn et Instagram dans les notes de cet épisode. N'hésitez surtout pas à nous écrire pour nous partager votre feedback, le message qui vous a le plus parlé, le sujet qui vous a le plus touché. Dernière chose, et c'est vraiment, vraiment important pour continuer à faire grandir ce podcast, mettez une note 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Et si vous n'êtes pas sur ces deux plateformes, vous pouvez nous suivre sur YouTube aussi. Abonnez-vous à la chaîne et partagez avec vos amis ou collègues. C'est vraiment, vraiment ce qui permet de donner plus de visibilité à ce contenu et en faire bénéficier le plus grand nombre. Voilà, mille merci à vous, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.